Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur First Print. Vous êtes au rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle émission Super Friends. Si vous découvrez le podcast à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, mais qu'avez-vous fait de votre temps jusque-là? Mais ce n'est pas grave, on vous souhaite la bienvenue. Super Friends, c'est une émission qui vous propose un voyage en compagnie de personnes qui font vivre la pop culture dans tout ce qu'elle a de grandiose, par leur travail, par leur passion, dans leur quotidien. Et aujourd'hui, on va un petit peu s'éloigner de nouveau, comme on l'avait fait par exemple dans notre numéro d'ouverture avec Mathieu Bablet. On va sortir des contrées du comics pur et dur pour aller aborder une autre forme d'écriture et un autre univers. Nous allons parler de Star Wars, nous allons parler d'écriture, nous allons parler de fandom, de sabre laser, de recherche. Bref, vous êtes dans Super Friends, bienvenue parmi nous. Et finalement, j'ai fait une intro pour ce podcast alors que je ne voulais pas en faire, mais ce n'est pas grave, comme ça je n'ai pas à refaire tous les laïus et je peux directement accueillir mon invité de cette émission. J'ai nommé Thibaut Claudel. Bonjour Thibaut. Salut Arnaud. Alors Thibaut, on te connaît un petit peu dans First Print, tu es déjà venu plusieurs fois en intervenant, tu es venu parler avec nous de The Boys, tu es venu aussi parler de quelques comics dans le cadre des back issues du reconfinement et aujourd'hui j'ai le plaisir de t'accueillir non pas en tant qu'intervenant mais réellement en tant qu'invité puisque tu sors aujourd'hui à l'heure de sortie de ce podcast un livre, un bouquin qui porte sur Star Wars, donc ça s'appelle Le mythe Star Wars. L'héritage de George Lucas par Disney. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est le titre exact ou est-ce que j'arrive à mal le dire? Le titre exact est Disney et l'héritage de George Lucas. Je me suis trompé. Mais voilà. On va pas t'en vouloir parce que les informations étaient là. Simplement, l'ordre a été changé. Un petit peu comme la saga finalement. Tu ne fais pas les choses dans l'ordre. C'est ça, en fait, je commence par les, les mots du milieu pour terminer par ceux de la fin. C'est publié chez Third Edition et donc vraiment aujourd'hui, je te reçois comme auteur. Et donc on va parler d'écriture et je vais arrêter de taper contre ce carton. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Voilà, ce sont les conditions d'enregistrement puisque voilà, c'est un peu stressant même de changer un petit peu les rôles. On n'a pas l'habitude de se voir comme ça en podcast, donc vraiment l'idée c'est de faire ça vraiment voilà. Je suis journaliste, tu es auteur, et donc on est là pour parler de ton travail. J'ai envie de te poser une toute première question déjà. Thibaut Claudel, qui es-tu? Parce que c'est vrai que quand je te présente dans les podcasts, on dit oui, c'est République, blablabla, vous connaissez tous, il fait le podcast Outrider. Alors certes, tu fais ces podcasts, mais tout le monde ne te connaît pas, et aujourd'hui, il est peut-être temps de te présenter formellement. Mais non sans humour et sans légèreté, bien entendu. On n'est pas là pour être chiant. Non, je vais essayer d'être le plus sympathique et le plus divertissant possible, comme tu le sais. Et là, il est en train de mettre un chapeau de clown. Vous voyez, c'est incroyable. Voilà, un petit nez rouge. Non, mais alors pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, effectivement, tu fais bien de le rappeler, Arnaud. Du coup, vous connaissez mon nom, je m'appelle Thibaut. Vous connaissez mon pseudo, c'est effectivement République. J'ai commencé à écrire sur Internet à peu près à la fin du lycée et au début de mes études de lettres en classe préparatoire quand j'étais enfermé dans comme on appelle ça, un internat, entouré de gens beaucoup plus cultivés, beaucoup plus intelligents que moi. J'avais surtout envie en fait de me cultiver, mais la culture classique m'emmerdait un petit peu et du coup je suis parti en croisade pour défendre la culture populaire auprès de ces gens-là. C'est pas passé avec tout le monde, mais ça m'a donné un petit peu le goût de l'argumentation, on va dire, qu'ensuite les différentes dissertations et les devoirs de 6 heures ont quand même pas mal affiné. Et du coup, après ces 2 années-là en prépa, où j'avais commencé à monter un petit blog et je commençais à écrire sur Internet, j'ai vraiment fait monter ce petit blog au rang de site à part entière. En tout cas, c'était mon ambition, en me calquant sur des gens qui animaient un site qui s'appelle toujours Comics Blog. Donc vous comprenez maintenant ce qui nous rassemble, Arnaud et moi. Et du coup, je faisais des podcasts, je faisais des reviews, j'allais dans quelques séances en avant-première de presse, alors que j'habitais à Reims à l'époque, donc je prenais le petit TGV et tout ça. Donc voilà, je m'étais taillé une petite place aux côtés de quelques amis qui me filaient un coup de main sur ce blog-là, soit sur le design, soit sur l'éditorial en particulier. Et au fur et à mesure, ça m'a un petit peu forgé un nom
dans les bons cercles et de la pop culture made in France, si j'ose dire. Donc d'abord en tant qu'analyste, slash journaliste, blogueur, je sais pas trop comment on pourrait dire, ça a fini par attirer l'attention de mes sensei de l'époque, du coup les fameux créateurs de Comics Blog et la première équipe surtout, donc qui était composée de Sullivan que tu as déjà eu dans Super Friends si je dis pas de bêtises. Alors, pas encore sur First Print, mais si, mais en fait, si, bien sûr que si, oui, pour le projet Astra Mortem avec Exact. Alt 236, oui, oui. Non, parce que je pense en solo, mais il va revenir en solo, c'est pour ça. Ok, tel Han Solo, C'est ça, mais on va éviter les jeux de mots Star Wars quand D'accord, même. ok, Hein. pardon. Ok. Je voudrais qu'on soit léger, mais on va pas être grivois non plus. Non, Hein. tout à fait. Soyons un minimum professionnels. Donc voilà, Sullivan, Alex Lecoq, Alfro, Manu m'ont accueilli à bord. C'est là que du coup c'est devenu une profession, parce qu'avant c'était vraiment un petit truc sur lequel je pouvais de temps en temps me faire des euros, mais surtout quand même plus payer en notoriété et en séance presse. Ouais, et en visibilité. En visibilité, voilà. C'est le terme que je cherchais. Et donc, du coup, c'est devenu très réel très vite, avec les difficultés que tu as pu aborder dans des podcasts comme The Pulse. Donc, je renvoie les gens vers cette émission-là. Mais c'est vrai que c'est très difficile de faire vivre la culture populaire en France d'un point de vue journalistique. D'un point de vue auteur, c'est pas mieux, je vous rassure. Et on en parlera peut-être aujourd'hui. Mais donc, du coup, j'ai vécu ça de manière professionnelle, de manière assez intense aussi, parce que je me suis impliqué sur le côté business de Arts, donc l'entité qui réunissait Comics Blog, Sci Fantasy et 9e art. Et voilà, c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que j'ai rencontré mes futurs éditeurs chez Feur d'édition. Et c'est ce qui m'a amené plus ou moins à écrire ce livre, aussi à créer mon podcast Star Wars, puisque je faisais déjà des podcasts sur Star Wars dans le cadre de Sci Fantasy par le passé. Et puis, on faisait plein de podcasts sur Comics Blog, notamment des podcasts ensemble, de qualité, comme Arnaud découvre Marvel, ce genre de choses. Allez checker ça. Mais voilà, c'est un parcours un peu, qui peut peut-être paraître bizarre pour les gens qui ne me connaissent vraiment pas du tout. Mais je pense que pour les gens qui connaissent un petit peu le milieu, c'est pas très étonnant de voir quelqu'un qui est d'abord journaliste, puis qui va toucher un peu plus du côté de la production elle-même, ou même de faire un essai, une analyse plus longue sous la forme du coup de ce bouquin-là. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai jamais tellement eu à forcer, en tout cas jusqu'à jusqu'à récemment, pour me faire une place dans ce milieu-là, parce que j'ai juste fait mon truc en m'inspirant des gens que je considérais être les meilleurs, et derrière ils me l'ont plutôt bien rendu. Et c'est à peu près la même histoire pour faire d'édition. Je trouvais que ce qu'ils faisaient était super, et en discutant à l'époque en 2016, et notamment en les rencontrant justement aux côtés de Sullivan, on avait blagué sur l'idée d'un podcast, d'un bouquin sur Star Wars, parce qu'ils ouvraient à ce moment-là leur maison d'édition qui est très portée sur les jeux vidéo à la base, vers la pop culture au sens plus large. Et du coup, on était en pleine folie Star Wars, Rogue One n'était pas sorti, donc on n'avait pas vraiment d'infos sur ce qu'allait être Disney, tu vois, sur les 5 prochaines années. Et du coup, moi j'étais là, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, parce qu'il y a une période de transition qui va être fascinante à aborder d'ici quelques années, d'ici la fin de la trilogie en tout cas. Et il y avait toutes les rumeurs de spin-off dans tous les sens, de séries télé et tout. Donc on était au cœur de tout ça. Maintenant on a un peu plus de visibilité, mais aussi un petit peu de moins de visibilité sur le futur immédiat, parce que le Covid et pas mal de choses chez Lucasfilm font que pour l'instant il n'y a pas énormément de projets qui sont attendus du côté de Star Wars. Ça aussi on en reparlera peut-être. Mais voilà, la matière était déjà là, et au final, les gens ont été assez bienveillants ou fous pour me laisser la sculpter parfois des années après, parce que comme je vous l'ai dit, la première fois que j'ai rencontré Nicolas et Mehdi de Feur d'édition, que je salue, on était en novembre 2016, donc ça date maintenant. Et alors, comment s'inscrit un petit peu ce projet de bouquin dans ton parcours professionnel? C'est-à-dire, à quel moment, en fait, depuis cette discussion, il a vraiment pu se concrétiser? Et surtout, l'idée principale, c'est le choix de la thématique, parce que quand tu veux écrire un bouquin sur Star Wars, il y a déjà énormément de bouquins qui ont été faits. Pourquoi choisir spécifiquement la postlogie, l'angle du rachat de Star Wars par Disney, alors que tu aurais pu te lancer dans un truc encore plus gros, plus vaste sur les 9 films, sur l'ensemble de la saga Skywalker. Donc vraiment, qu'est-ce qui a fait que tu te concentres là-dessus? Est-ce que c'était juste parce que c'est un peu la trilogie qui était réellement contemporaine
en tant que spectateur, aussi en tant qu'adulte, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui sont venues en compte? Ouais, bah, déjà il y a ça, parce que c'est, comme tu dis, alors j'ai vu les 3 trilogies au cinéma, parce que la trilogie originale est ressortie dans les années, fin des années 90, 17 ou 18, je ne Ouais. sais plus exactement, donc sous son édition spéciale, que j'ai vu du coup tout petit, j'avais 7 et 8 ans. Après, il y a eu la prélogie, et du coup j'ai été la voir parce que j'étais déjà fan de Star Wars à cette époque-là, donc c'est mes parents qui m'emmenaient. Et ensuite, maintenant, il y a la postlogie, et du coup, donc c'est même pas en tant qu'adulte ou en tant que spectateur, mais c'est aussi en tant qu'analyste, en tant que journaliste, quoi. Et ça, c'était la première trilogie, et je pense que si quelque part, je crois l'avoir dit dans une autre interview à propos du bouquin, mais genre je suis super content d'avoir vécu cette 3e trilogie. Je pense qu'il y en aura d'autres, mais de ce point de vue-là, quoi, d'un point de vue vraiment genre reporter presque, tu vois. Donc forcément, ça a pas mal joué dans le choix du sujet. Après, ce qui a fait qu'on a mis peut-être un certain temps à créer ce projet-là par rapport au parcours professionnel, c'est déjà parce que mon parcours professionnel il était bien occupé. Il n'y a jamais eu de cachotterie entre Ferd et Arts à l'époque, tu vois. On leur disait qu'on enchaînait sur certains trucs et ils nous disaient qu'ils enchaînaient sur d'autres, et on s'est reconnus un petit peu dans ce combat-là, je crois. Et du coup, ils me l'ont dit il n'y a pas longtemps quand j'ai discuté avec eux, mais ils ont vraiment attendu de sentir une disponibilité chez moi pour me proposer le bouquin, et ils ont pas été voir quelqu'un d'autre, donc déjà je les remercie pour ça et pour leur confiance. C'est-à-dire que là, c'est un éditeur qui est venu te voir pour te proposer un projet, Ouais. c'est pas toi qui avais déjà un manuscrit en place Non, pas du tout. et qui allait démarcher chez différentes maisons C'est un d'édition. truc qu'on avait abordé parce que à l'époque ils ouvraient le truc, et je dis pas ça forcément pour me faire mousser, mais effectivement ils ouvraient leur stratégie, leur collection vers la culture populaire au sens plus large. Et moi j'étais là, bon bah on peut pas parler de pop culture sans parler de Star Wars, donc forcément je crois qu'ils avaient en tête Batman, Dragon Ball, des choses assez massives, et Star Wars en fait partie. Et donc du coup, j'avais blagué là-dessus. Et par la suite, quand on en a reparlé et qu'ils m'ont contacté des années plus tard, vraiment, la première fois qu'on s'est vu, c'est marrant parce que ça fait écho à une anecdote de Ryan Johnson qui a fait 2 interviews avec Kathleen Kennedy avant de se rendre compte qu'elle lui proposait de réaliser Star Wars 8. Alors je ne suis pas Ryan Johnson, je n'ai pas réalisé de Star Wars, mais tu vois, pour moi, quand Mehdi et Nico sont venus me voir et on dit ah, on est sur Paris, ça te dirait on se voit, on a vu que tu travailles sur Paris maintenant, je fais ouais. Et pour moi, c'était vraiment en mode, bon, alors qui devrait écrire ce bouquin? Et je me suis rendu compte que ça pouvait être moi que assez tard dans la conversation. Donc, c'est vraiment eux qui ont amené cette discussion-là, après une petite blague ou une sorte de défi que je leur avais lancé, quoi. Donc, c'est un cas très particulier. J'imagine que d'autres éditeurs se seraient arrêtés sur le sujet, quel que soit l'auteur, ou auraient forcé un sujet et un auteur. En l'occurrence, ils ont voulu me faire confiance à moi, et ça me touche énormément. Surtout que à la base, ça partait d'une petite blague à une soirée, dans une soirée plus ou moins, plus ou moins arrosée, tu vois. Donc, effectivement, ils ont attendu que j'ai un peu plus de temps dans mon parcours professionnel pour le faire. Moi, j'ai essayé de leur rendre de mon côté parce que après, du coup, mon travail sur Sci Fantasy notamment et avec Arts en général, j'ai quitté Nantes, je suis revenu sur Paris, rejoindre ma chérie, Phobos, que je salue, et je devais trouver un boulot, et du coup j'ai commencé à écrire pour le jeu vidéo, enfin pour en tout cas une marque de jeux vidéo, enfin un jeu vidéo qui s'appelle World of Tanks, et son site internet en particulier en anglais. Donc en fait je changeais un peu de type d'écriture, et forcément ça me manquait, tu vois, de parler de pop culture et de parler de Star Wars en particulier. J'avais le podcast, mais à l'oral c'est pas exactement la même chose, et écrire c'est un truc que j'avais pas envie de perdre. Donc quand ils m'ont proposé, tu vois, je me suis pas dit genre ah ouais c'est chiant, j'ai plus ce qu'il faut ou j'ai plus l'habitude, quoi. Au contraire, ça m'intéressait à fond. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là où ça s'intègre dans mon parcours professionnel, parce que c'était une manière de, plutôt que de faire des milliers d'articles sur Sci Fantasy, sur Star Wars comme j'en faisais par le passé, de proposer un truc peut-être, je l'espère, un peu plus définitif. Après, il est condamné à être comment dire, obsolète, et il l'est déjà sur certains aspects, tu vois. Donc il y a des suppositions que je fais dans le bouquin qui se sont révélées être alors par chance vraies, mais du coup ce n'est que des suppositions alors que ça pourrait être des faits, tu vois. Et peut-être qu'on fera une révision un jour, hein, mais voilà comment ça s'est goupillé par rapport à mon parcours professionnel. Ah, et sur le choix de la problématique en particulier, on a discuté quand Nico et Mehdi sont venus à Paris de ça. Et en fait, on a surtout parlé de ma vision de Star Wars et comment je la défendais dans Outrider, donc mon podcast sur la saga. Et ils trouvaient que c'était la meilleure approche que je pouvais avoir. Et ensuite, le sujet, ça a été assez libre. C'est-à-dire qu'on a évoqué 2-3 trucs comme ça un peu à la volée. Et au final, moi je disais, moi j'avais envie de faire un truc sur la postlogie, et eux ils avaient envie de faire un truc sur la trilogie originale d'après notre première conversation. Donc on était effectivement un peu écartelés entre ces deux tensions-là. Et au final,
je crois que c'est Mehdi qui a dit, bah, c'est peut-être ça en fait le sujet. C'est-à-dire que comment Disney doit prolonger un truc qui ne lui appartient pas, qui a été fait par un seul mec, qui a guidé plein d'autres gens, mais un seul mec avec une vision bien particulière, qui a une vision que les gens détestent et adorent à la fois, donc c'est super complexe. C'est un truc résolument indépendant qui est racheté par l'une des plus grandes corporations au monde, en tout cas la plus grosse du côté du divertissement. Donc forcément, il y a un maximum de tensions et de drames potentiellement qui sont amorcés à ce moment-là. Et c'est peut-être ça l'intérêt du bouquin. Et donc au final, on avait réfléchi à ça. On a laissé passer l'année 2019 et la promotion de Star Wars 9 pour commencer à écrire un plan. Donc toute l'année 2019, en fait, moi j'ai surtout fait des recherches et un plan. Et il y a des intuitions qu'on avait eues d'après le premier teaser de Star Wars 9 qui se sont pas du tout révélées être pertinentes en fait. Donc il a fallu attendre aussi que le film sorte l'année dernière, quasiment il y a un an de cela. Et du coup ça a forcément aussi là un petit peu provoquer une certaine attente de ma part, parce que c'était difficile des fois, tu vois, de dire, tu fais des recherches, mais ça paraît pas réel, tu vois, est-ce que je vais vraiment écrire ce truc? Mais bon, Outrider, avoir un podcast sur la question, faisait que toutes les recherches, quelque part, elles servaient à deux choses. Et ouais, quand j'ai eu l'opportunité ou voulu saisir une opportunité du côté de ma carrière professionnelle et de vouloir arrêter d'écrire pour World of Tanks, c'était un truc qui n'était pas du tout lié au bouquin, mais qui s'est avéré être pertinent, parce que on était fin d'année 2019, je savais que le film allait sortir, je savais que je voulais changer de boulot, et je me disais, à mon avis, je ne vais pas retrouver tout de suite, donc au pire, si j'ai quelques mois, j'aurai le temps d'écrire. Ces quelques mois sont transformés en quelques mois de confinement, donc j'ai encore eu plus le temps d'écrire, quelque part. Et ensuite, en plus, j'avais pas du tout, enfin, au risque d'en choquer quelqu'un, pendant ce confinement, du coup, j'avais beaucoup moins l'impression de trouver un boulot, parce que je me disais, de toute façon, le monde part en couille, pourquoi je m'emmerderais à faire autre chose que ce truc-là que j'ai vraiment envie de faire. Donc ça m'a vraiment incité, je pense, à faire un truc, j'espère, le plus agréable à lire possible. Et je me suis vraiment pris la tête sur certains trucs, même si, tu vois, j'ai été un peu surpris quand ils ont annoncé les autres bouquins qui sortent en novembre, et que du coup, il y a par exemple Méa qui fait un bouquin sur Disney, et c'est un YouTuber que j'adore. Du coup, quand j'ai vu la taille de son bouquin, je me suis dit, merde, en fait, moi j'ai fait un micro truc alors que c'est Star Wars. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, mais au final, peut-être qu'il y a, tu vois, un an de digestion avant pour arriver à éliminer certains trucs ou à les raccourcir pour que ça reste le plus agréable à lire possible. Donc, c'est une longue réponse pour te dire comment j'ai aménagé mon temps et pourquoi on a choisi cette problématique. Et moi, je suis assez intéressé en tant qu'auteur, j'allais dire, je rédige beaucoup, quoi, mais aussi parce que bon, pour l'instant, mon seul grand écrit, on va dire long format, c'était une thèse. Ce qui est énorme déjà. Mais le truc, c'est que on rédige pas un essai comme on rédige une thèse, puisque justement, une thèse, tu as tes résultats, tu pars de tes résultats pour après rédiger tout le corps de texte, grosso modo. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse dans ce côté de l'écriture, c'est le plan. Par quoi tu commences? Parce que tu divises en plusieurs parties, donc grosso modo, tu pars effectivement de la trilogie originale pour voir ensuite comment on imite, comment on poursuit l'univers et comment on peut essayer de le prolonger. Donc voilà, t'as ces trois grandes thématiques Ouais, c'est ça. qui sont les trois grandes parties de ton livre. Par laquelle on commence, comment tu définis tes idées, je sais pas, ce qu'il faut faire du brainstorming Ouais. avec d'autres personnes ou pas. C'est vraiment, là, c'est vraiment le processus de création du plan. Bah, je suis toujours en brainstorming avec moi-même et limite en conflit, tu vois, peu importe ce que j'ai envie d'écrire ou pas. Je suis quelqu'un qui aime bien quand même relativement planifier, quitte à ce que le plan prévoit comment dirais-je, des écarts ou qu'il possède une certaine souplesse. Donc du coup, effectivement, j'ai commencé par faire le plan, mais même avant ça, mais moi j'aurais tendance à l'inclure dans ce plan-là, j'ai fait un plan qui est plus en fait une sorte de frise chronologique, en mode qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières années, tu vois. Faut que j'ai en tête la chronologie des trucs, tu vois. Et c'est peut-être un peu à la manière d'un chercheur devant une thèse ou un mémoire. Si tu parles d'une période historique en particulier, ou si tu veux tester, je sais pas, une réaction chimique en particulier, faut que tu connaisses faut connaître toutes les étapes et tous les effets de chaque étape sur les étapes suivantes. Et du coup, c'était un peu ça l'idée. Donc, je suis vraiment parti de dates clés, de déclarations clés aussi de Bob Iger, qui est le président de Disney, ou Kathleen Kennedy, qui est la présidente de Lucasfilm, de Lucas aussi, forcément. Euh, et du coup, ça a créé une espèce de petite bible, en fait, un petit peu, tu vois, pour saisir ce qui s'était passé depuis, on va dire, octobre 2012, le rachat de Star Wars par Disney, enfin de Lucasfilm par Disney, parce que ça ne contient pas que Star Wars. Et jusqu'à, on va dire, je crois que les derniers trucs auxquels je fais référence dans le bouquin en termes d'actualité, c'est
et toutes les manifestations Black Lives Matter, notamment celles qui ont impliqué John Boyega au Royaume-Uni. Donc Ouais. ça, c'est le truc le plus récent dont je parle, je crois. Donc voilà, j'ai fait une espèce de timeline que je mettais à jour au fur et à mesure, mais qui, pendant un temps, m'a permis de respirer et de dire, ok, donc c'est ça dont on doit parler et pas autre chose. Après, l'avantage, c'est que des fois, tu tombes sur des trucs et tu fais merde, ça, j'y ai pas pensé, mais il faudrait en parler. Et donc, typiquement, par où commencer? Je me suis dit, bah, en fait, George Lucas, il a voulu pendant un temps faire 9, voire même 12 films Star Wars. Et donc, c'est important de savoir ce que lui voulait faire quand on parle de comment il récupère son héritage. Parce qu'on peut pas dire, voilà, enfin, eux, ils ont fait ça et George Lucas aurait fait mieux ou moins bien sans dire ce qu'il aurait voulu faire, ou en tout cas ce qu'il a pu dire pendant près de 40 ans. Parce que les traces d'une suite ou de multitude de suites à Star Wars datent vraiment de 77, peut-être même des fois, je crois, j'avais trouvé de 76 sur tu vois, l'idée que sur le tournage, il parlait à Mark Hamill de ton personnage, tu vois, dans 30 ans, tu le joueras, il sera comme ça, et ça sera une espèce de vieux sage, ermite, isolé quelque part et tout, tu vois. Et donc, du coup, ça m'a super intéressé, donc je fais énormément de recherches là-dessus. C'est pour ça que récemment, notamment, j'ai fait un petit thread sur Twitter sur la question des suites par George Lucas, puisqu'on a toujours l'impression que c'est une suite ou une série de 3 films qui sont bien définis, clairs dans sa tête, etc. Alors que le temps qui passe montre que c'est vraiment pas clair dans sa tête et qu'il y a beaucoup de choses qu'il avait envie de faire et que sans doute elles n'auraient pas eu toute la même importance. Et du coup, ouais, ça a été d'abord cette chronologie, puisqu'il a voulu faire Lucas. Et ensuite, c'était assez simple. J'ai voulu garder en fait l'aspect chronologique des choses. C'est un choix sur lequel Nico, mon éditeur et moi, on est pas mal revenus parce que en fait, on avait une partie qui était très chronologique qui concerne en fait la postlogie, donc épisode 7, 8, 9 dans l'ordre, et après on a mis tout ce qui est à côté, pas forcément dans l'ordre chronologique. Donc par exemple, je crois que je parle de Rogue One avant Solo, alors qu'il est sorti en 2018 et Rogue One fin 2016 dans le bouquin. Mais en fait, pour moi, ça avait plus de sens de pouvoir mélanger ce qui se tient tout seul comme Rogue One ou Solo, mais pas, tu vois, commencer par The Rise of Skywalker qui venait de sortir pour remonter le temps vers The Force Awakens. Même si forcément, notamment arrivé sur la partie Star Wars 9, qui est l'une des plus grosses parties du bouquin, tu as énormément de choses qui s'accumulent en fait et que tu as abordé dans le bouquin un petit peu, mais qui ont un effet boule de neige qui fait que quand tu arrives à ta partie sur Star Wars 9, d'un coup c'est massif, tu vois. Mais ouais, du coup, je me suis reposé, et je le reconnais volontiers sur le temps qui passe, enfin, tel que le temps passe dans notre monde, c'est-à-dire chronologiquement, je me suis pas trop pris la tête sur la postlogie, j'ai dit ok, c'est quand même plus logique que les gens savent ce qu'ils voulaient faire sur 7 avant, avant 8 ou 9. Après, c'est vrai que parfois c'est toujours pas clair malgré tout dans la tête des gens. Il y a quand même un truc de toute façon qui quelque part t'empêchait d'avoir, enfin tu vas me dire si t'es d'accord ou pas, mais qui empêchait d'avoir une autre approche chronologique, et c'est quand même aussi central dans le bouquin, c'est directement tu démarres par le fait que cette nouvelle postlogie, au contraire des précédentes, elle a été écrite un peu au jour le jour, en tout cas sous forme d'un cadavre exquis. Ouais. Et que par incidence, en fait, forcément, ce qui s'est passé sur les premiers films a eu des répercussions, en fait, notamment sur le dernier, en fait. Mhm. Donc, C'était un peu difficile de faire les choses à l'envers, du coup. Mais ça aurait pu être peut-être intéressant, mais sans doute moins digeste. Après, c'est pour ça que je me suis permis quelques écarts à ces règles-là, même si ça reste chronologique, mais en développant par exemple beaucoup ce que voulait faire Colin Trevorrow, qui est assez renseigné si tu le cherches un petit peu sur Internet. Donc ça devait être lui à l'origine qui devait réaliser ce 9e Star Wars et pas J.J. Abrams. Et du coup, c'était intéressant au moment de faire une espèce de pause, tu vois, sur la chronologie, parce que nous, on n'en a rien vu de son film en fait. Bon, maintenant, il y a des concept art, j'ai lu le scénario parce qu'il a leaké, etc. Mais c'était marrant de se dire, ok, pause sur la chronologie, voici le monde alternatif dans lequel nous pourrions vivre, où il n'y a pas de Covid et Colin Trevorrow a réalisé Star Wars 9, voilà. Je ne sais pas, mais non, mais c'était amusant de le faire, tu vois. Mais effectivement, je pense que ce genre d'écart, plus une espèce de, tu vois, je sais pas, de rythme comment on appelle ça, antéchronologique, je ne sais plus comment on appelle ça, mais bref, à l'envers, ça n'aurait fonctionné sans doute pas auprès de, tu vois, d'un certain nombre de lecteurs. Et puis Star Wars étant déjà parfois assez obscur pour le grand public, j'avais pas envie de rajouter une couche de complexité sur l'écrit, quoi. les recherches, tu les faisais comment? Parce que tu cites beaucoup de sites internet, tu cites aussi pas mal de bouquins, notamment d'artbooks, puisque Ouais. on s'imagine pas forcément, je t'avoue que moi je suis le premier à être profane là-dedans, que les artbooks recèlent autant de secrets de production derrière Bah, en fait, dans les commentaires. En fait, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que l'artbook seul. Déjà, je cite les artbooks parce que j'ai oublié de répondre à l'une de tes questions sur pourquoi ce bouquin-là est maintenant.
pour répondre à cette question-là brièvement et embrayer sur l'artbook, c'est aussi parce que Disney n'a pas encore proposé de making-of sur la postlogie, n'en proposera peut-être jamais. On sait que pendant un temps, ça a été prévu avec Jonathan W. Rinsler, qui a en gros écrit d'abord les bouquins de la prélogie, en tout cas l'épisode 2 et 3, et ensuite est revenu faire a posteriori des trucs sur la trilogie originale. Donc c'est ces bouquins qui font office de référence là-dessus. Beaucoup de temps s'était passé sur la trilogie originale, enfin depuis la trilogie originale quand il parlait de ces films-là, ce qui fait qu'il a pu lâcher un certain nombre de croquettes. D'autant que George Lucas est pas forcément le moins bavard quand il s'agit, tu vois, pas forcément de bitcher, mais tu vois, genre il se cache pas spécialement de un certain nombre de trucs. Une entreprise qui a beaucoup joué sur le marketing du secret et du mystère, encore plus avec un J.J. Abrams qui a toujours été dans cette fameuse théorie de la boîte mystère aux commandes, forcément a été beaucoup moins transparente, tu vois, que Lucas. Faut s'imaginer, je crois que je le dis dans le bouquin, que pendant la prélogie, si tu allais sur starwars.com, parce que Lucas était vachement intéressé par le développement d'Internet et le développement de toutes les technologies de manière générale, du coup tu pouvais voir tu vois, le décor, le set du jour, tu vois. Alors que tu vois, enfin ça, t'imagines ça de nos jours, c'est impossible, quoi, tu vois, en mode genre Avengers Endgame, regardez, voici tous les persos de la fin, tu vois. Enfin, quoique c'est comme ça qu'ils avaient, je crois, annoncé le projet ou les premières images qu'on avait vues, mais c'est peut-être un mauvais exemple, mais du coup il y avait une transparence assez dingue, et qui a d'ailleurs choqué les acteurs comme Anthony Daniels qui ont fait plusieurs trilogies et qui disaient waouh, la différence elle est énervée, quoi. Et donc du coup on avait une place à prendre, parce que déjà moi je doute que Disney sorte un jour un truc, et Bah, le euh, truc, c'est qu'en vrai, s'ils le sortent, ils aborderont jamais les problèmes. En bah, fait, en fait ils vont présenter ça comme une c'est formidable aventure familiale, je sais pas ce que tu veux, mais exactement, c'est ça c'est ça qui est étrange, parce que à la fois ils cachent, ils ont ils jouent leurs cartes très proches de leur poitrine, tu vois, mais pour reprendre une expression anglaise, mais du coup d'un autre côté, il y a certaines qui laissent tomber et qui ramassent jamais. Et je repense notamment à une déclaration qui date du début d'année ou de la fin d'année dernière de Bob Iger, où il explique un certain nombre de trucs par rapport à cette seconde saison de The Mandalorian qu'on est en train de vivre. Et en fait, maintenant que enfin, si tu recoupais avec les rumeurs, enfin, je veux dire, c'est déjà plus ou moins officiel, tu vois, parce que du coup, tu dis, le mec, il a dit ça à ses actionnaires, et maintenant, on a ça dans cet épisode. Donc ça sent vraiment une forme, ça donne une forme de confirmation. Et donc il faut aller fouiner ces trucs comme ça. Sauf que de nos jours, je t'apprends rien, et t'en parles souvent dans The Pulse, c'est que aller recouper les sources, ne serait-ce que faire 5 minutes de recherche sur d'où elle vient l'info, les gens le font plus, tu vois. Donc il y a énormément de choses que j'ai obtenues, pas parce que je suis un scooper de dingue, je suis le Humberto Gonzalez de Star Wars, t'as vu, les gens m'envoient des trucs. Non, mais je sais pas qui aura la ref en 2020, mais bon, bref. Simplement, je recoupais les sources, tu vois, qui sont des grands médias hollywoodiens sur lesquels généralement on peut s'appuyer, comme Hollywood Reporter. t'as épluché beaucoup d'interviews quand même. Ouais, et beaucoup d'interviews. Et ensuite, après, bah, j'ai ces bouquins-là, les artbooks qui sont là devant moi. Et je sais que, à défaut de making-of, c'est eux qui donnent ce qui est le plus proche d'une chronologie de la production. Souvent, comme tu dis, en édulcorant énormément de choses. Par exemple, dans le bouquin sur Solo, qui est d'ailleurs pas mal, enfin, la question du changement de réalisateur est même jamais abordée, ce qui est complètement dingue, parce que tu dis le monde entier le sait, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de le cacher, quoi. Autant sur Rogue One, tu te dis bon, il y a eu des petites affaires et tout, mais c'est sorti, ça n'intéresse pas tout le monde. Quand tu changes de réalisateur alors que tu as déjà annoncé des réalisateurs sur scène, je les ai vus, Phil Lord et Chris Miller, genre à la Star Wars Celebration à Londres en 2016, tu vois, genre The Future of Star Wars, c'est le nom du panel. Je veux dire, tu sais que ces mecs-là sont virés, c'est rien de te cacher, quoi. Donc, du coup, d'un côté, tu vois, ils cachent des trucs qui sont évidents et en fait qui sont assez facilement recoupables avec d'autres choses. Mais je pense qu'ils comptent aussi sur le fait qu'il y a une forme de fainéantise ou d'effort à fournir que tout le monde va pas faire, quoi. Et surtout pas les fans de Star Wars ou même le grand public qui, lui, veut juste voir un bon film, en fait. Et je lui jette pas la pierre pour ça. C'est limite, c'est mon taf, tu vois, de le faire pour eux, quoi. Et de leur dire, bah attention, cette espèce de théorie du complot qu'il y a autour de telle ou telle chose, en fait, si tu recoupes un certain nombre d'informations ou si tu t'intéresses juste à la date, tu vois que c'est complètement faux, tu vois. Donc, par exemple, tout ce que les gens disent de Ryan Johnson sur ce qu'il a voulu défaire de The Force Awakens, techniquement, ce n'est pas possible, parce que le film a été écrit et commencé tu vois, a commencé à être tourné au moment où les gens
tu vois, recevait The Force Awakens. Donc en fait, il y a une marge de manœuvre comment dirais-je, tu vois, de correction qui est minime. Donc il y a eu des corrections, mais de là à imaginer ou d'adhérer à une forme de théorie du complot qui voudrait que l'un soit en guerre contre l'autre et tout, même du côté de J.J. Abrams, c'est difficile d'imaginer qu'il veut tout défaire par opposition avec ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il défait peut-être tout malgré lui parce qu'il n'a pas le temps, tu vois, ou parce qu'il y a un certain nombre de faits renseignés, comme le départ de Colin Trevorrow, qui lui impose de récupérer un scénario qui n'est pas le sien et de l'aménager à sa façon. Donc, je sais plus oui, d'où partait cette réflexion, c'était les sources. Et donc, du coup, en fait, ouais, les sources, moi, ça me semblait important. Je pense qu'il y en a pas mal dans le bouquin. J'espère que ça donnera une forme de légitimité aussi. Mais en l'occurrence, elles sont pas mystérieuses, elles sont pas personnelles, tu vois. Genre, j'ai pas énormément d'accès d'ailleurs à ce que fait Lucasfilm et Star Wars de manière générale. Parce que déjà, je suis pas américain, je connais très peu de monde dans le business, etc. Donc, je m'appuie sur sur ce qui est public. Mais de manière assez surprenante. En fait, ce qui est public, une fois que tu as ton espèce de, tu sais, comme dans les films policiers où tu as le mec qui épingle tous les trucs et Ça, t'as c'est les fils comment rouges. tu construis vraiment ta trame narrative. Ouais, T'as c'est tous ça. les faits qui s'empilent les uns après les autres. Et après, tu dis, bon, comment est-ce que j'arrive à vraiment construire une route en mettant donc chaque brique de faits les unes après les autres pour que ça fasse une route qui se casse pas la gueule. Bah, complètement, ouais. Et c'est là que du coup, tu vois un peu les paradoxes ou les contradictions qu'il peut avoir chez Disney, parce que tu peux citer un truc dans ta partie 1 et citer l'inverse dans ta partie 2, et les deux sont des faits, c'est-à-dire les deux sont des trucs prouvés que tu peux aller chercher sur Internet, mais que peut-être personne à part quelques fous dans mon genre ou des fans hardcore, n'ont été, tu vois, révélés sur Internet. Et donc, du coup, je pense que l'avantage du bouquin, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être que le temps qui passera lui rendra pas service, puisqu'on va apprendre plus de choses, ou on va avoir plus de nuances. Là, tu pourras faire au pire un deuxième bouquin, Star Wars, pourquoi je vous ai raconté n'importe quoi. C'est ça. Je pense pas raconter n'importe quoi, mais je pense que très clairement, enfin, je veux dire, moi, il y a certains trucs, notamment par exemple la question des origines de Rey que j'aborde, tu vois, dans le bouquin. Désirée Delahaye, elle a révélé un truc qui est massif là-dessus, tu vois, et qui n'enterre pas ce que j'ai dit, mais du coup permettrait à ce que j'ai dit d'être beaucoup plus tangible en fait. Et je pense que c'est un peu chiant de faire tout un paragraphe, voire plus au conditionnel. Les gens se disent, bon ok, ce gars-là a une vision, mais genre qu'est-ce qui me fait me dire que c'est la bonne, tu vois. Alors bon, j'essaie de montrer dans toutes les pages qui suivent et les pages qui précèdent que c'est pas juste ma vision, elle est aussi supportée par un certain nombre de déclarations et de sources, comme tu disais. Et je pense que ça me permet de me blinder un petit peu contre d'éventuelles critiques, ou en tout cas de faire comprendre aux gens que j'ai pas juste tiré un avis de mon chapeau, que je l'ai transformé en une centaine de pages et que je l'ai imprimé chez Ferd pour me faire un max de bif. Mais quelque part, ça aurait pu être ton ambition aussi. Il y a bien des gens qui écrivent juste, ça aurait très bien pu être ton avis, une vision d'un auteur Ouais. et ton analyse et l'assumer tel quel. Mais Pourquoi tu as peut-être. choisi de faire quelque chose qui, alors du coup, qui se rapproche clairement d'une démarche tout simplement journalistique en fait par Hmm. rapport au travail que tu as pu faire sur Sci Fantasy. Mais je pense qu'il y a une forme de déformation professionnelle que Nico me faisait souvent remarquer en me disant que par rapport à d'autres auteurs chez eux, au contraire, j'avais un style, je crois il avait dit trop punchline. Genre, j'avais l'idée, je balançais la punchline, les gens comprenaient ce qu'elle était cette idée, je passais à l'idée suivante. Elle me disait, tu sais, on peut se poser, on peut mettre des virgules, on peut mettre des détails, tu vois, genre t'es pas pressé, t'as pas un nombre de mots, les gens vont pas arrêter de lire parce que c'est un livre et pas une page d'un site, tu vois. Moi, je considère que même si c'est un livre, les gens ils peuvent arrêter de lire, hein, tu vois, on l'a tous fait, donc déjà, je pense qu'il y a une forme de déformation professionnelle. Ensuite, il y a une forme de respect à l'égard de la saga. Non pas que mon avis je le trouve pas légitime, mais je pense que pour le défendre et pour le crédibiliser au regard de, tu vois, il est enfermé maintenant dans un livre avec une belle couverture et tout ça. Si c'était que mon avis, c'est cool, mais si c'est que mon avis, mais qui s'appuie sur un certain nombre de faits que moi de toute façon j'ai toujours utilisé pour forger mon avis, bah je trouve que c'est mieux en fait. Après, tu vois, il y a certains passages dans le bouquin qui sont beaucoup plus analytiques dans le sens où c'est beaucoup plus ma vision des choses. Je prends un exemple que j'ai beaucoup aimé écrire, c'est celui de la question des Stormtroopers et d'une tendance qu'on peut remarquer sur ce qu'a fait Disney à enlever le casque des Stormtroopers et à révéler qui sont ces soldats ou ces pilotes et quelle est leur histoire. Est-ce qu'il faut vraiment humaniser le fascisme? Ça, c'est une autre question, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que c'est une tendance, tu vois, du Star Wars de Disney. Et parce que ça n'avait pas été vraiment fait avant, tu vois, ou en tout cas, ça n'a pas été fait dans des médias grand public comme le ciné ou la télé, ou même dans des gros jeux vidéo, quoi. Donc, du coup, ça m'intéressait. Et Nico m'a dit qu'il avait beaucoup aimé cette partie parce que justement, je posais un petit peu les faits.
les laisser un peu de côté, parce que les faits, c'est quoi? C'est qu'il y a un Battlefront, c'est qu'il y a des comics avec des Stormtroopers, etc., etc. Donc ça, c'est les faits, on les connaît. Et après, par contre, c'était mon analyse de genre, tiens, c'est marrant, vous avez remarqué, ils ont enlevé le casque de ces Stormtroopers. Parce que le truc, c'est que à l'inverse, si tu te contentes que de faire une collection de faits, bon, pourquoi on n'irait pas lire une page Wikipédia C'est ça. Donc je pense que l'hybride, moi, me semblait intéressant, limite même plus pertinent, parce que je pense pas qu'on puisse... Enfin, je pense qu'on pourrait analyser la postlogie, mais tu vois, analyser la postlogie, ça fait même pas un an qu'elle est terminée, quand sort le bouquin, et arriver en mode genre, ça c'est mon analyse définitive, et c'est moi le best, bah désolé, en fait, je veux dire, on connaît pas encore l'envers du décor, donc on peut que supposer, ou l'ignorer. Et du coup, si tu l'ignores, pour moi, enfin, tu tombes du coup à tous les coups, à mon avis, tu tombes sur une ou deux théories du complot ou à une analyse qui est forcément tronquée, tu vois. Genre, tu tombes sur des gens qui, par ailleurs, je respecte dans la profession, et je citerai pas de nom, mais que ça soit des Américains, des Britanniques, des Français, qui adhèrent à des théories qui sont complètement fausses, tu vois, simplement parce qu'ils ont décidé que leur avis prévaut tout simplement, tu vois, sur les faits. Alors, moi, je pense qu'il faut garder. Je suis pas du tout dans ce délire de la critique de l'art doit être objectif et tout. Pour moi, c'est stupide, c'est toujours subjectif. Mais je pensais que c'était plus intéressant de mélanger ce que je dis souvent, l'analyse industrielle, tu vois, de ces films-là. Donc, comment Disney les a conçus et comment ils ont réinterprété l'héritage de George Lucas à une analyse qui est purement artistique. Et peut-être que l'un ou l'autre, ça aurait été suffisant, tu vois. Mais du coup, les deux m'intéressaient, donc j'ai fait un peu les deux. Je pense que le mélange est peut-être pas forcément ce qu'attendaient Nico et Mehdi, parce qu'ils se disaient, bah, toi, t'es un fan de Star Wars, tu vas nous donner ton avis sur la question, et c'est ton avis qu'on achète quelque part, tu vois. Et moi, je me suis mis quelque part une forme de barrière en me disant, ouais, ok, genre, j'ai mon avis sur plein de trucs, mais j'aimerais quand même nuancer mon avis par rapport à un certain nombre de choses qui sont renseignées, qui sont des faits, tu vois. Je regrette des fois un peu, tu vois. Quand j'ai terminé le bouquin, j'en suis très content et apparemment mes éditeurs aussi, donc tant mieux. Mais il y a vraiment un moment où je me suis dit, si j'en fais un autre, je ferais peut-être un truc plus analytique, tu vois. Ou alors, au contraire, un truc vraiment plus journalistique, mais en allant auprès des gens. Bon, là, bien sûr, les gens m'auraient répondu non, ou j'ai pas, tout simplement pas les contacts. Donc, j'ai pas voulu. Après, j'aurais pu aller voir d'autres spécialistes de Star Wars, tu vois, leur demander leur avis, mais à ce moment-là, là c'est un truc purement égoïste, j'avais peut-être l'impression que du coup ça allait diluer mon avis, tu vois, parce que je voulais pas être juste le mec qui compile l'avis des autres gens, je voulais faire en sorte que mon avis soit renseigné, quitte à ce qu'il soit un peu dilué par ces renseignements. Donc je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je te raconte, Quelque mais part, non, mais quelque part, ça permet aussi un peu de légitimer juste le fait pourquoi il y a ton nom sur la couverture du bouquin. oui. Et pourquoi c'est pas un MOOC ou un truc collectif ou Bah ou ouais, un voilà, ouvrage c'est ça. de l'autre genre, de ce genre-là. Mais tu réfléchis aussi quand tu écris à qui tu t'adresses. Ouais, C'est pour qui ce bouquin? c'est pour les gens qui aiment Star Wars, et c'est pour les gens en particulier qui veulent comprendre ce qui s'est passé avec ces 5 dernières années de Star Wars, ou en tout cas ce qui se passe depuis 5 années avec le Star Wars de Disney. Quand je dis ce qui se passe ou ce qui s'est passé, ça plus ou moins sous-entend qu'il y a quelque chose qui a déconné. Je suis pas forcément d'accord avec cette théorie. D'ailleurs, je pense pas que le film soit ça y est, j'ai fait un film Star Wars, mais le bouquin soit à la charge de Disney. Je pense que je montre un certain nombre de choses qu'ils ont bien fait, d'autres choses qu'ils ont peut-être moins bien fait, et des grosses interrogations qu'ils ont comme ça laissées en suspens et qui ont fini par faire du mal à eux et surtout aux fans de Star Wars. Parce que j'aimerais aussi rappeler, je suis assez peu client de ces théories qu'on parle de pop culture ou de politique, tu vois, de culpabiliser, tu vois, le public, tu vois. Les mecs qui arrivent en fin de course parce qu'ils vont voir un film Star Wars, parce que au final, on perd. Moi, j'adore The Last Jedi, c'est un secret pour personne. Il y a plein de gens qui vont lire ce bouquin qui détestent The Last Jedi et qui vont se dire, ah ouais, là, on voit que le mec, il a aimé le film, tu vois, quand même, parce qu'il y a des trucs qui vont peut-être pas enfin, qui ne trompent pas. Mais d'un autre côté, j'espère qu'ils se diront, ah ouais, quelque part, il m'a fait voir sur une autre lecture, parce que justement, il y a ces renseignements industriels sur ce qu'il devait faire, sur qui est Ryan Johnson, un certain nombre de recherches qu'eux n'ont peut-être pas fait. Mais non pas qu'ils aient à les faire, tu vois, mais simplement, moi, avec ce bouquin, euh, j'ai l'ambition de dire, si tu lis ce truc, tu acquiers une vision, tu vois, assez globale de ce qui s'est passé sur ces 5 dernières années, ce que Disney a voulu faire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut espérer pour l'avenir, ce qui aurait pu être mieux fait, tu vois. Et voilà, ça me semblait être intéressant de le faire comme ça et de proposer du coup aux gens qui aiment Star Wars, peu importe votre niveau de connaissance, parce que
bon, tu me diras mieux que moi et les lecteurs répondront de toute façon à ma place, mais je veux dire, j'avais envie de faire un truc qui restait quand même assez accessible, tu vois. Peut-être que faire un truc plus plus analytique, plus personnel sur la question de l'univers, tu vois, en restant d'un point de vue très diégétique, en mode qu'est-ce qui est ajouté, qu'est-ce qui est nuancé, etc. Ça aurait peut-être été un peu chiant pour quelqu'un qui, pour lui, c'est juste un film. Et donc, je suis un peu encore une fois, un peu le cul entre deux chaises, mais en espérant que ça puisse toucher des gens comme mon père qui a vu ces films et qui a l'air de me dire que pour lui, le Star Wars de Disney est policé, alors que lui, il sait rien de ces histoires de reshoot et de, tu vois, de les manigances ou les manœuvres plutôt en interne. Donc, j'aimerais bien avoir son avis sur la question, tu vois, en me disant, maintenant, tu as toutes les infos, genre, c'est comme si tu avais un petit peu vu ton documentaire sur cette saga, officieux, du coup, pas officiel, mais l'avantage, c'est que ça me permet potentiellement d'émettre des théories que Disney aurait censurées ou passer sous silence ou nuancées, tu vois. Donc, je pense que c'est surtout pour ces gens-là, tu vois. Et apparemment, d'après les réseaux sociaux, j'ai réussi à saouler des gens et j'ai réussi à tomber sur des gens qui me disent putain, je déteste tout ce qu'a fait Disney, mais enfin, j'ai commandé le bouquin parce que justement, j'ai besoin tu vois, de quelque part de cet objet qui me permet tu vois, de comprendre les différentes pièces du puzzle. C'est une sorte de notice en fait. Il y a Mehdi qui disait il y a peu de temps quand je discutais avec lui que c'était une arme. Tu vois, en mode genre c'est une arme comme contre les discussions de famille, contre les trucs et tout, c'est genre vous arrivez et vous êtes équipé pour comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Franchement, si ça peut être ça, bon, une arme c'est peut-être un petit peu trop violent, mais je veux dire, si ça peut être ce genre de truc, ça serait vraiment, enfin, le pari pour moi serait tenu, quoi. J'en serais vraiment honoré. Quand j'écrivais le bouquin, au départ, je disais que c'était un peu un agent du chaos. Je me souviens discuter avec d'autres gens et je disais, ouais, vous allez voir, ça va foutre le bordel. Je pense que même les gens qui connaissent et aiment ce film vont se retrouver face à des évidences qu'ils ont jamais fait apparaître, tu vois, dans leur recherche et que moi j'ai fait apparaître des fois par hasard. Et forcément, ça va les toucher s'ils sont un minimum honnêtes, tu vois, et de bonne foi. Donc après, je me suis dit, agent du chaos, c'est un peu violent et j'ai pris l'image du Bendu, qui est une sorte de créature mythologique de la saga Star Wars et qui dit être the one in the middle. Donc il n'est pas du côté obscur, il n'est pas du côté clair, c'est une sorte de, tu vois, de représentation naturelle et organique de la force. Et donc, voilà, peut-être il peut faire péter la foudre sur les impériaux comme sur les rebelles, tu vois, si ça lui va, parce qu'il est une forme de neutralité, tu vois, et de puissance à respecter. Si le bouquin peut être un Bendu dans le sens où les gens vont vers lui pour devenir plus sages ou, tu vois, augmenter un petit peu leur culture Star Wars, en tout cas sur ces films-là, ça peut être super bien. Et je pense que qu'ils soient du côté clair ou obscur de la force, du coup, ça leur servira et ça leur permettra de forger leur propre avis aussi comment dire, à la lumière de tout ça. Et du coup, pour reprendre sur la question précédente, si j'avais fait que mon avis, j'aurais juste été une sorte tu vois, de prêtre de la force dans une cantina à rabâcher tout le temps le même truc et les gens qui m'écoutent, c'est bien, mais ça sera toujours que mes fidèles, tu vois. Alors que si je suis ce gros Bendu sur sa montagne qui dit juste, voilà, je vous donne ceci et la connaissance, faites-en ce que vous voulez, bah, quelque part, j'ai pas de prétention. Les gens pourront peut-être me dire que je suis complètement à côté de la plaque, tu vois. Je pense pas, parce qu'encore une fois, il y a des sources, mais c'est possible que mon analyse leur pèse pas du tout. Mais l'avantage, c'est que je crois pas l'imposer, tu vois, au forceps dans le bouquin. Après, ce sera à eux d'en juger. Et par rapport au degré de spécificité, c'est quelque chose aussi que tu travailles quand tu écris en disant là, j'ai trop dans les détails, là, c'est trop pointu et je vais faire chier les gens qui connaissent pas forcément ou je risque de les perdre, même tout simplement. Ouais, j'ai beaucoup réfléchi. Après, c'était souvent des questions avec Nico, qui est un fan de Star Wars, mais chaque fan de Star Wars est différent. Et du coup, l'avantage, c'est que ça permettait de un petit peu tu vois, se donner des limites mutuellement. Des fois, il me disait, ça c'est intéressant, on sent que tu penses que c'est technique, mais vas-y, parce que genre là, en tant que lecteur qui suis fan de la saga, parce que c'est avant tout à eux que s'adresse le bouquin, j'aurais quand même envie d'aller un peu plus loin, tu vois. Donc on a été des fois dans des trucs un peu plus pointus. Mais il y a plein de choses, tu vois, sur lesquelles j'aurais peut-être voulu insister et que je crois pas avoir abordé, genre... Il y a eu un moment, on s'est rendu compte dans les premières années du Star Wars de Disney que la mythologie autour des sabres laser, par exemple, avait un petit peu changé, que la façon dont apparaissaient les cristaux, leur signification, etc., était différente. Mais c'est super intéressant, mais déjà, il y a plein de gens, ils s'en foutent des Jedi, il y a plein de fans de Star Wars qui s'en foutent des cristaux, il y a plein de gens qui regardent Star Wars et qui savent même pas que
il faut un cristal pour un sabre laser parce que honnêtement, avant la postlogie justement, il y avait pas on voyait pas forcément cet aspect-là. Ouais, puis arrête-moi si je me trompe, mais à part les romans qui suivaient la trilogie initiale, cette histoire de cristaux, elle a été abordée vraiment ailleurs, dans les films. Pas dans les pas Pas dans les jusqu'à films, hein. récemment en fait, tu vois. Donc et encore même dans les films ça reste léger parce que mais c'est vrai que c'est un truc un élément de la mythologie Star Wars qui est assez significatif et qui d'ailleurs se retrouve sur la tranche du bouquin. Mais du coup oui, mais c'est aussi est-ce que c'est significatif parce que ça a changé et parce que Disney a mis l'accent dessus, ou est-ce que c'est parce que ça a toujours été significatif? Et ça, c'est comme la question des Mandaloriens. Pour moi, la culture mandalorienne et sa popularité a toujours existé, mais maintenant on se réveille, et la série elle cartonne, et les gens ils ont envie d'en savoir plus sur eux. Ça m'étonne pas, ça a toujours été là, tu vois. Mais je sais pas ce qui est de l'ordre de la, tu vois, de la stratégie ou du hasard, tu vois. Et c'est ça qui est un petit peu fascinant avec Star Wars, parce que des fois, t'as l'impression que c'est. Enfin, déjà, le fait que Star Wars existe en tant que film, le premier, c'est un accident total, tu vois. Donc, le fait qu'aujourd'hui on se réveille sur certains points comme les cristaux ou les Mandaloriens, je trouve ça super marrant. Mais par exemple, tu vois, j'ai pas été j'ai pas été jusqu'au bout des choses sur expliquer c'est quoi la culture mandalorienne dans l'ancien univers étendu, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou non. Alors que tu vois, c'est des choses qui sont très Ça, diégétiques. c'est pour le spin-off sur les Mandaloriens, Ouais, justement. peut-être, mais on verra si ça intéresse Mehdi et Nico. Non, mais c'est vrai que pour moi, du coup, là, on tomberait sur ce qu'un bouquin officiel ferait mieux. Et c'est toujours, en fait, souvent le truc qui m'a permis d'arbitrer les choses par rapport à tes deux questions précédentes maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que Star Wars ferait mieux de manière officielle. Est-ce qu'il est attendu de moi que je t'explique comment les cristaux ont changé, alors que ça peut potentiellement changer une troisième fois? Est-ce qu'il est attendu de moi que je te raconte toute l'histoire des Mandaloriens alors que Wikipédia existe, ou qu'un fan tu vois, de Mandalorian pourrait très bien t'expliquer, ou qu'un podcast sur les Mandaloriens qui existe d'ailleurs pourrait mieux te l'expliquer en mode t'es dans les transports et t'as pas besoin de te taper des années d'ancien univers étendu. Donc voilà, c'était comme ça aussi souvent que j'arbitrais, tu vois, en me disant un truc officiel. Un jour, on aura, tu vois, l'encyclopédie ultime sur les Mandaloriens en mode canon, ancien univers étendu, voilà, film, série, toutes les infos dans un truc. Là, je regarde mon étagère, j'ai un truc, tu vois, par exemple, sur les Stormtroopers qui revient sur la création, jusqu'au design, des détails hyper particuliers. Et très clairement, c'est le genre de bouquins qui sont amenés à arriver un jour sur, tu vois, sur le marché. Donc, je le ferai jamais aussi bien que Lucasfilm directement, qui a accès aux props, qui a accès aux créateurs, qui a accès à tout un tas de ressources qui, moi, me sont étrangères. À l'inverse, moi, ce que je peux faire, c'est justement faire un peu le fauteur de trouble, le fameux Bendu, et commencer tu vois, à appuyer là où ça fait mal et dire, tiens, là, il n'y a pas une petite contradiction, mais alors du coup, Lucasfilm, vous allez faire comment pour les prochaines années, tu vois. C'est le côté un peu aussi, je pense, jeune con, slash, tu vois, reporter, un peu le chapeau, la carte de presse coincée dans le fedora, et genre, d'un coup, la question qui fâche, et le personnage, il s'arrête, et il commence, enfin, j'ai une culture très polar, tu vois, donc du coup, ça me parle, tu vois, de peut-être interroger, tu vois, les gens au bon moment, quoi. Après, j'aime toujours Star Wars et je rassure les gens peut-être sur cette question. Il n'est pas, tu vois, question de cracher au visage de Disney ou de George Lucas ou de qui que ce soit, en fait. C'est plus une sorte d'enquête, quoi. Et à quel moment elle s'arrête, l'enquête? Comment est-ce que tu t'es dit, Quand on bon, emprisonne les méchants. là non, mais à quel moment tu t'es dit vraiment, bon, là c'est bon, j'ai fait le tour de la question que je voulais aborder, je sais que demain il va se passer encore un truc, le Hollywood Reporter va balancer un nouveau truc et je vais pouvoir reprendre ma screen. Non, à quel moment on fixe vraiment, parce que tu dis, hein, t'as quand même attendu quelque part jusqu'aux manifestations Black Lives Matter pour reparler un peu de la prise de parole de John Boyega et sur son rôle, même son désaveu progressif de l'épisode 8 qui s'est pas non plus fait tout de suite après. Donc, grosso modo, le bouquin sort, ça va faire 1 an que l'épisode 9 est sorti. Et là, pareil, ça fait qu'1 an au final. Est-ce que c'était aussi assez pour avoir vraiment le recul nécessaire pour tout aborder? Effectivement, est-ce que le fait qu'on soit dans une période très particulière en 2020 et que le Covid a un peu mis la pop culture en pause, en tout cas un très fort ralentissement, c'est aussi une façon de se dire que si ça n'avait pas été le cas, en fait, t'aurais peut-être pas pu sortir le bouquin maintenant parce que d'autres trucs auraient été annoncés. Tu te serais dit merde, en fait, par rapport à mes plans d'ouverture, il faut que j'aborde que ce spin-off solo, finalement, c'est pas sur Disney+, mais c'est sur, je sais pas, sur un autre truc, tu vois. Et donc vraiment, à quel moment tu fixes vraiment, à quel moment on s'arrête? Bah, au moment où l'éditeur te dit qu'il faut envoyer tu vois, le fichier à l'imprimeur. C'est le moment où tu reçois le mail, t'es en retard, mec. Ouais, je crois que j'ai toujours été relativement en avance, mais ça m'a permis justement, tu vois, de dire à Nico, voilà le truc, c'est à peu près fini. Pendant un temps, on a même eu, tu vois, pour faire une confidence, tu vois, vraiment, là, on est en mode insider, mais genre vraiment, à un moment, on a pensé que ce qu'on avait prévu comme plan,
soit peut-être trop court par rapport à la pagination du bouquin qu'on avait prévu, tu vois. Et donc, du coup, là, on partait potentiellement sur ce qu'on appelle communément du remplissage, mais je savais qu'il y avait un certain nombre de trucs que j'avais pas abordé, justement parce que pour moi, c'était pas très important. Ou, par exemple, tu vois, les rumeurs sur un jeu qui, à l'époque, n'était pas annoncé, mais qui s'appelle maintenant, on le sait, Star Wars Squadrons. Par exemple, il y avait tous ces trucs là-dessus. Et je me disais, bon, ça va tomber à un moment, tu vois, ça va être annoncé. Est-ce qu'il faudra en parler? Ça me semble un peu mineur, tu vois, dans le paysage de ce Star Wars par Disney. Pourquoi Mais t'abordes pas même les Lego Star Wars, tu vois? ouais, bah voilà, non, mais il y a énormément de choses tu vois, il y avait énormément, du coup, on va dire, de plans B qui se sont mis en place à ce moment-là, tu vois. Et notamment, c'était pas tellement un plan B, mais j'ai dit à Nico, est-ce que ça t'intéresse un truc sur le Star Wars 9 de Trevorrow? Parce que je dis, j'ai tellement poncé ce sujet et on- le monde risque de ne jamais avoir un bouquin là-dessus, comme, tu vois, par exemple, ça a mis quelques années avant qu'on sache et qu'on s'intéresse, par exemple, à l'Empire contre-attaque, ou en tout cas au Star Wars 2 de Leigh Brackett, qui est une autrice de SF à qui George Lucas avait commencé en fait commandé pardon le scénario tu vois de l'Empire contre-attaque à l'origine. Et je me disais ça c'est un peu notre Leigh Brackett à nous, Colin Trevorrow, donc il faudrait en parler parce que personne va jamais le faire. Oui, et on va se retrouver peut-être dans quelques années. Alors maintenant tout va plus vite et lui-même a donné des infos, lui-même a l'air d'avoir confirmé certains concepts, enfin pas à l'air, il a confirmé tu vois la véracité de certains concept art. Donc c'est allé très très vite et ça je crois que le film The Rise of Skywalker, donc celui de Abrams, venait de sortir. Donc tu vois, on est dans un accélérationnisme pardon qui fait que on n'a plus à attendre tant que ça. Mais du coup, à quel moment on s'arrête? C'était super chaud. J'essayais toujours d'avoir plus d'avance, le plus d'avance possible pour me dire si à un moment il y a un truc qui tombe, je peux toujours faire, tu vois. Et j'essayais aussi d'être souvent le plus concis possible parce que s'il y avait un gros truc qui tombait, tu vois, on pourrait avoir l'occasion d'en discuter et d'en discuter en longueur. Maintenant, c'est automatiquement un crève-cœur, tu vois, quoi qu'il arrive. Tu as toujours envie de peaufiner le truc, tu relis des trucs, tu commences à douter. Il y a aussi ce syndrome-là, c'est-à-dire que même si l'actu est plus ou moins calme, ce qu'elle a été, tu vois, cette année sur Star Wars, par rapport à ces dernières années en tout cas, euh, tu vois, même ça t'incite à revoir d'autres trucs, à pousser d'autres trucs. Toute la question de The Mandalorian et notamment des rumeurs sur la saison 2. Tu vois, si on avait sorti ce bouquin, si on avait pu attendre jusqu'à maintenant, j'aurais énormément de choses à dire, tu vois. Et maintenant, mais vu que je suis pas trop con et que je connais mon Star Wars, mes intuitions elles sont bonnes. Et tu vois, chaque semaine, je suis content de me dire putain, ça y est, ça je l'ai supposé dans le bouquin, c'est bon, c'est confirm. Ça me faisait peur, tu vois, parce que je me suis dit putain, imagine, on est complètement à la plaque et tout. Alors après, tu vois, moi je sais sur quelle source parier et je ne crie pas au quatrième Matrix pendant 20 ans jusqu'à ce qu'un quatrième Matrix arrive et que je dise regardez, j'avais raison. Mais bon, effectivement, en partant de ce genre C'est vrai que j'ai pas vu We Got Discovered dans les sources du bouquin, c'est non, curieux. c'est bizarre. Ouais, C'est vraiment. bizarre. Mais ouais, donc du coup c'est comme ça. À un moment, faut tirer enfin, faut poser un point final. Et je pense qu'il y a un moment où j'ai posé le point final et j'étais content de ce qu'on avait fait. Je savais que j'allais pouvoir, vu que j'avais encore un petit peu d'avance sur notre deadline qui était estival, tu vois, pour manœuvrer autour de certains trucs, notamment la question politique avec Boyega. Donc c'est aussi pour ça que tu laisses un peu des petites cacahuètes pour te repérer, tu vas dans la forêt en mode tiens, je vais parler de politique et je vais parler aussi du personnage de John Boyega qui est Finn et qui est forcément lui aussi très politique parce que potentiellement il a beaucoup de choses à dire ce monsieur-là, tu vois. Après il y a l'interview de JQ, tu vois, qui est passée plus tard. Il y a les révélations de Daisy Ridley sur la nature de Rey qui sont passées plus tard. Donc j'entretiens un fichier, tu vois, sur 2.0, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter et tout. Et ça fait partie du jeu, tu vois. Je suis condamné à être obsolète, je le sais. Après, voilà, comment. Enfin, honnêtement, je peux pas dire, ouais, j'ai kiffé à ce moment-là, je savais que c'est bon, je pouvais envoyer à Nico, tu vois, quand je lui ai dit, ok, c'est bon, c'est fini, il m'a fait, bah, ok, c'est bon, c'est fini, tu vois. Et moi, j'étais pas. Enfin, j'ai pas tiré une larme non plus, mais tu vois, j'avais quelque part. Ouais, mais comment on se sent alors? T'as un peu le seum, quoi. T'as un peu le seum parce que tu te dis. Déjà, il y a eu un problème, c'est que le confinement a fait que j'ai écrit beaucoup plus rapidement que j'aurais imaginé et dans des conditions parfois pas terribles. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, tout le temps chez toi, En slip. non, même pas. Je suis quelqu'un qui a. Tenue. Je suis quelqu'un qui a besoin, tu vois, d'être sapé, de me lever à une certaine heure et tout. Je suis assez discipliné, tu vois, dans ma routine d'écriture. Mais du coup, c'était assez relou parce que tu te dis, c'est bien d'être discipliné quand tu as l'occasion de faire d'autres choses.
Mais en fait, si t'es discipliné alors que t'as tout le temps du monde et que t'as rien de prévu, en fait, tu te rends compte, des fois, tu te mets au boulot à 8h, à 10h, t'as cramé tes 2 meilleures heures de la journée, et après, tu fais, bon, je fais quoi? Je fais une petite partie de PS4, je peins des figues, et tu te dis, non, t'as un bouquin à écrire, il faut écrire un bouquin. Et du coup, tu es en train d'écrire de la merde, hein, parce que j'ai jeté des trucs, tu vois, où genre, je crois que la partie sur The Mandalorian, j'espère que ça s'est pas trop senti, mais les gens me diront, vous pouvez me dire, je vous laisse une excuse. La partie sur The Mandalorian, j'ai galéré au début, tu vois, genre vraiment, et je me disais, putain, mais pourquoi j'arrive pas? Parce que moi-même, je sais toujours pas ce que je pense de The Mandalorian, tu vois, il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas, et on n'a pas le recul nécessaire, tu vois, pour reprendre ta question de tout à l'heure. Très clairement, 1 an, ça suffit pas. Donc, on est forcément dans le faux à un moment ou à un autre. Il faut l'accepter, et donc c'est frustrant. Donc, on se sent frustré et on a un petit peu le seum, parce que quand c'est fini, il y a aussi un côté merde, c'est réel, merde, les gens vont pouvoir juger le truc, tu vois, c'est bizarre. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui différencie en fait quelqu'un qui va au bout d'un projet et quelqu'un qui le fait pas. C'est-à-dire que tu as des gens qui se disent moi, un jour, je ferai un truc de ouf. Là, j'empiète sur d'autres sujets, mais c'est la même chose, tu vois, quand tu fais une grosse enquête sur Comics Blog, sur un bouquin que t'aimes bien et tout, t'as des milliards de trucs que t'as envie de dire, et tu te dis, mais ouais, à un moment, il faut que ça soit digeste, il y a un moment, il faut que je loupe ça, parce que ça, c'est plus important. Il y a un moment, je sais que je parle à tel genre de gens, donc ça, je l'enlève parce que ça ne concerne que moi. Ou au contraire, je le mets parce que c'est mon expérience personnelle, et c'est ça que les gens viennent voir. Donc c'est super dur, mais tu fais tout le temps des arbitrages, et donc forcément, qui dit arbitrage dit frustration, tu vois. Donc tu te mets des gros cartons rouges dans la gueule, de temps en temps des jaunes, et enfin des métaphores footballistiques, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais sans doute l'influence de Sullivan et de la rédac pendant toutes ces années. Mais justement, à propos d'arbitrage, quelle est un petit peu, si tu veux, la part de toi que tu réussis à mettre aussi dans tout ce qui est un petit peu analyse, c'est à quel moment tu arrives aussi à calmer sur forcément ton affect personnel sur la question Star Wars, puisque on le sait notamment avec la question de Star Wars 8 et de Star Wars 9, que ça a été très compliqué en tant que spectateur, en tant que fan et en tant que journaliste Ouais. à vivre et à prendre part en fait à une véritable foire d'empoigne qui a eu beaucoup de façon numérique, peut-être pas autant dans le monde réel, mais on est dans la pop culture quand même très lié au numérique et à l'effet des réseaux sociaux. Donc à quel moment, quand tu écris justement sur Star Wars 8 et Star Wars 9, moi je vais te dire honnêtement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sec sur le 9 par rapport à l'avis moi-même que j'ai envers ce film, parce que grosso modo je suis quand même du même bord que toi de Star Wars, on va dire. Mais bord. Mais même ça, c'est pas bien, parce qu'il faut pas, tu vois, c'est triste de devoir polariser les choses. Mais voilà, moi je fais partie de ceux qui considéraient que le 8 avait vraiment un énorme ajout sur le reste, et j'avais ce sentiment effectivement que le 9 c'était une nique de J.J. Abrams qui envoie tout bouler, alors que d'une part ce qui est bien, et sans trop en dire parce que vous le lirez vous-même, mais tu te rends compte qu'effectivement d'un point de vue chronologique en fait le côté Abrams il va voir le film, il fait non j'aime pas et je vais tout modifier, ça ne tient pas en fait parce qu'il y a des réels impératifs qui s'appellent la réalité en fait, tu vois, donc tu peux pas tout imaginer, mais aussi parce que tu arrives à pointer des choses qui en fait sont aussi raccord en fait avec des idées qui sont dans le film de Johnson. Donc au sortir tu dis bon en fait moi j'ai détesté ce film. En fait, ce que le bouquin m'explique, c'est que peut-être que je peux y trouver quand même quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas, moi je suis ouvert sur la question. Et du coup, la question, c'est vraiment, toi, dans ta démarche personnelle, à quel moment tu as réussi aussi à prendre ce recul et à pas juste dire, et à pas en fait vraiment laisser parler ton cœur, Mon petit cœur de fan. En fait, déjà, je suis content que tu me dises que j'ai pris le recul, parce que moi, je le sais pas. Je le saurai au fur et à mesure des avis qui j'espère, seront nombreux, tu vois. Mais j'ai déjà eu celui d'un de mes 2 éditeurs, du coup, Mehdi, la semaine dernière, qui lui, tu vois, est à l'inverse et a pas aimé The Last Jedi. Et il m'a dit, vraiment, j'ai été désarmé, quoi. Genre, j'ai lu un truc sur The Last Jedi que j'ai trouvé pertinent, qui m'a incité à revoir le film sur bien des aspects et tout. Donc je me suis dit, bon, après c'est mon éditeur, c'est dans mon intérêt qu'il aime. C'est-à-dire qu'il va dire, tu vas faire, oh c'est incroyable, toi mon auteur, j'ai lu ton bouquin, il est bien. Ouais, c'est ça. Surprise. Mais non, mais j'imagine que potentiellement, enfin tu vois, avec Nico on n'était pas toujours d'accord, on a fait quelques concessions et tout, enfin rien de grave ou de méchant, hein. Ne vous imaginez pas des schémas façon Star Wars, des reshoots voilà. de ton livre. Hein. Mais non, mais du coup c'est vrai que je ne sais pas en fait si je l'ai pris ce recul-là. Moi c'est juste que je me suis mis à un moment j'ai l'impression que je me suis mis dans un mood en mode je peux pas me permettre de laisser parler telle voix ou telle voix, tu vois. La voix qu'il faut que je laisse parler,
et c'est super cheesy ce que je vais dire, mais il faut que ça soit celle de l'unité, tu vois. Celle qui, tu vois, de genre, on est fan de Star Wars. Oubliez Joe Biden, ça suffit. Hein. C'est ça. On est tous fans de Star Wars, on a tous perdu au change dans cette guéguerre. On est tous frères, mais pas de la même mère. Non, mais peut-être pas jusque-là, mais parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des pensées politiques auxquelles je n'adhérerai jamais parce que tout simplement ce ne sont pas des démocrates, ce sont tout simplement des fascistes ou des xénophobes ou des sexistes ou des misogynes. Voilà, mais c'est ça le truc, c'est que c'est difficile d'avoir cette polarisation en se disant que tout ou partie d'un certain public en fait n'a pas aimé The Last Jedi parce que tu leur assimiles en fait ces traits de caractère ou ces traits de politisation. De toute façon, j'ai essayé d'expliquer que l'un n'allait pas forcément avec l'autre. J'ai essayé de montrer qu'il y a un certain nombre de trucs qui étaient super réussis dans The Last Jedi et j'avais pas envie de m'embêter avec oui, mais en fait, d'un point de vue chronologique, et puis bon, la technologie de tracking à travers l'hyperespace, ça n'existait pas avant. Enfin, tu vois, ces questions-là, pour moi, elles sont pas. Désolé pour ceux que ça choque, mais pour moi, elles sont pas du tout légitimes en fait. Ou alors, dans ce cas-là, il faut que je le fasse sur tous les films de la saga. Et donc, du coup, là, on part sur un tout autre bouquin qui dit tiens, mais c'est marrant, genre dans Rogue One, les mecs, ils peuvent pas télécharger un plan, faut trimballer une disquette dans l'espace, quoi. Putain, c'est quoi ce délire, quoi. Alors que les mecs arrivent à voyager à la vitesse lumière. Bon, bref, ça ne m'intéresse pas. Donc, par exemple, c'est un truc qui est pas du tout dans le bouquin, je crois. Par contre, c'est un truc qui m'intéresse, c'est effectivement de se dire, genre, qu'est-ce que ça peut choquer, tu vois, pourquoi ça choque? Et en fait, je suis d'accord, enfin, du coup, je suis content de savoir que j'ai pas été trop méchant avec Star Wars 9. Je pense que à l'inverse, je suis peut-être plus doux avec Star Wars 8, c'est évident parce que j'ai ma propre subjectivité par rapport à ce film-là. Mais ce que j'essayais de montrer, c'est pourquoi les gens ils pouvaient être choqués, tu vois. Donc par exemple, quand on parle de la question de Luke et de comment il est dans The Last Jedi, j'ai dit dans l'ancien univers étendu, il est comme ça, tu vois. Et après, j'essaye d'expliquer pourquoi quelque part c'était une erreur, et l'erreur elle vient pas de Ryan Johnson, elle vient peut-être de l'ancien univers étendu, parce que c'est pas parce que c'est là depuis 40 ans que c'est bon, tu vois. Et moi par exemple, donc je prends cet exemple là et je spoil un petit peu le bouquin, j'avance la théorie que pour moi Luke ce n'est pas un fantasme de puissance, tu vois, comme peuvent l'être, je sais pas, Superman ou Batman ou n'importe quel super-héros souvent, tu vois. Musclor. Ouais, ou Musclor, tu vois, ouais, justement l'exemple parfait. Mais tu vois, pour moi c'est pas Luke Skywalker, c'est pas un héros que tu aspires à être en fait, peut-être, tu vois, mais quand tu gagnes en sagesse, c'est-à-dire que quand t'es petit tu veux être Han Solo, enfin en tout cas c'était mon cas. Quand t'es grand, tu te rends compte qu'en fait le parcours de Luke il est incroyable, tu vois, et quand on aime tous croire qu'on est Han Solo, mais qu'en fait on est tous plutôt des Luke, tu vois. Mais ça c'est beau, et ça c'est George Lucas qui est un mec plutôt tu vois, introverti, et qui te fait passer un certain nombre de messages, tu vois. Et donc pour moi ce message là, quand tu fais de Luke une espèce de Ubermensch, tu vois, imbutable, genre le chevalier en armure brillante et tout, il arrive et il fait ce dont Ryan Johnson se moque dans le film en disant c'est pas parce que je prends une épée laser que je vais couper le First Order en deux, tu vois, ça marche pas comme ça les choses. Pour moi c'était effectivement une contextualisation et une désillusion qui était nécessaire, et qui d'ailleurs à la base vient d'une idée de George Lucas, puisqu'il l'a dit qu'il aurait fait quelque chose d'assez similaire, tu vois, de ce concept de ses répliques. Donc il fallait expliquer un petit peu d'où vient la frustration des gens ou la vie des gens. Après, j'ai le droit de ne pas y soustraire, comme ils ont le droit de ne pas soustraire au mien, tu vois. Donc j'ai pas forcément, du coup, je me suis pas épanché sur la question, par exemple, tu vois, de tout ce qu'on a, du review bombing sur, par exemple, Rotten Tomatoes, ou du harcèlement en ligne des acteurs, des actrices surtout en l'occurrence. J'en ai parlé, mais en fait quelque part c'est le fandom menace, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, ces gens-là. Genre, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas quelque chose à qui j'ai envie, c'est pas des gens à qui j'ai envie de faire de la pub, tu vois. Puis de toute façon, c'est pas eux qui achèteront ton livre. Non, je pense pas, c'est sûr. Ou peut-être pour le brûler. C'est pas grave, j'aurai quand même mes droits d'auteur, désolé les gars. Mais du coup, volez-le, c'est le meilleur moyen. Voler ce livre. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que du coup tu t'arbitres les choses, tu vois, et que c'est comme ça que tu fais un petit peu de taire tous les côtés de ton fanboyisme ou de ton fangirlisme. Et c'était difficile, mais en fait c'est ça, est-ce que à l'inverse, le fait d'écrire ce bouquin, ça t'a permis à toi de revoir tes positions sur certains aspects? À fond, c'est là où je voulais en venir. Tu fais bien de me poser la question plus explicitement, parce que je pense que ça sera plus clair pour tout le monde. Mais moi, en fait, je suis parti du principe que j'allais parler de ce que j'aime dans ces films, et ce que je trouve est pas raté, mais le manque à gagner, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression de parler de films qui perdent, tu vois, quelque chose. Mais tu vois, par exemple, sur The Rise of Skywalker. Et pourtant, tu parles de Solo quand même. Ouais, bah ouais. Mais tu vois, justement, j'essaye de montrer
Par exemple, il y a beaucoup de gens qui adorent Lord et Miller, j'en fais partie, mais qui sont aussi persuadés qu'il n'y aurait jamais eu la blague que Han Solo il s'appelle Solo parce que il est tout seul. Alors qu'on sait que Kathleen Kennedy il avait dit ouais dans le film ou Bob Iger, je ne sais plus, on apprendra pourquoi Han Solo s'appelle Han Solo. C'était Bob Iger et Kathleen Kennedy a dit mais non, bien sûr que non, il s'est toujours appelé Han Solo, alors qu'elle savait pertinemment que c'était dans le scénar. Et on sait aussi que Lord et Miller, ils ont tourné le même scénar. Mais en fait, Lord et Miller, leur approche pour moi dans tous leurs films, leurs héros, c'est des losers magnifiques. Si tu regardes Lego Movie, le mec, il a rien à... Enfin, c'est pire qu'un Luke, tu vois. Genre, c'est un Luke au rabais, un Luke cheap, quoi. Tu vois, en mode Emmett, c'est un nobody, quoi. Il a rien à foutre là. Et pour moi, du coup, leur idée, c'était de dire pourquoi Han Solo nous fascine, tu vois, et pourquoi on n'écaillerait pas un petit peu son image en disant que ça se trouve, ce nom Solo qui sonne hyper cool, ça se trouve, c'est claqué au sol, et on va en rire quelque part. Et on va en rire parce que ce qui compte, c'est pas que le mec est stylé, c'est qu'à un moment, quand il a fallu sauver Luke dans cette putain de tranchée de l'étoile noire, il est revenu, tu vois, et qu'il a fait le bon choix, alors que c'est un mec qui partait pour la thune à la base. Comme le dit la célèbre VF de Star Wars. Alors, t'as pris ton fric et tu te barres ou un truc du genre, tu vois. Et c'est ça, je pense qu'il voulait interroger. Et en fait, le problème, c'est que quand tu prends un réalisateur premier degré comme Ron Howard, bah du coup, la blague, elle tombe à plat. La blague et même la réflexion, parce qu'à la rigueur, moi, je pense que même avec Lord et Miller, j'aurais fait oh les gars, Solo s'appelle pas vraiment Solo, c'est chaud, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis oui, mais ça s'inscrit dans une démarche qui est pertinente, tu vois, par rapport à ces acteurs, à ces réalisateurs-là. Donc c'est ça que j'essaye de montrer, c'est-à-dire plutôt que de dire moi je suis un fan zouz de Lord et Miller parce que je le suis hein, vraiment tu vois, j'essaie de dire genre bah, en fait ce qui m'intéresse dans leur cinéma c'est ça, et donc du coup à mon avis cette blague contextualisée elle fonctionne, et maintenant que le contexte a changé elle ne fonctionne plus, tu vois. Et donc je ne suis pas en train de dire que Solo c'est de la merde à cause de ça ou que c'était génial parce qu'il y avait Lord et Miller, mais j'essaie juste d'expliquer le contexte autour de tout ça, tu vois. C'est un vrai travail de contextualisation pardon, et tu vois, genre parfois c'est se montrer dépassionné aussi, et c'est quelque part aussi un peu tuer le fan en toi, et ça c'est assez vénère, et je pense l'avoir fait par bien des aspects. Je suis content de remarquer d'entendre que tu as remarqué que c'était pas spécialement véhément envers Star Wars 9, en tout cas celui de Après, c'est même véhément pour rien du tout, en fait. Je dirais, tant mieux. c'est assez. Ce qu'on pourrait être reproché, à la limite, c'est de vouloir être trop consensuel. Ouais, je Après, pense, ouais. c'est le piège, c'est que quand tu essaies de faire du factuel, tu t'aperçois que peut-être, justement, en fait, tout ce qui a trait à l'émotionnel, aux prises de position et tout ça, n'ont pas lieu d'être, en fait, quand tu te regardes et que tu vois juste, en fait, des éléments qui sont arrivés et sur lesquels toi-même en tant que spectateur ou même en tant qu'analyste, de toute façon, t'as rien à y faire, en fait. T'en es pas responsable, donc ça ne sert à rien de vouloir brandir des points, Bah c'est ça. de vouloir des choses. Par exemple, tu vois un truc qui m'a étonné, parce que de l'écho que j'ai, des discussions que j'entends et tout ça, j'ai toujours l'impression que Kathleen Kennedy, c'est la pire meuf du monde. Et c'est absolument pas, par exemple, ce qui transparaît dans le bouquin, tu vois. C'est des choses comme ça sur lesquelles tu te dis, ah, c'est... C'est une question super intéressante, je pense qui interroge des questions plus larges encore. Je pense qu'il y a une forme de misogynie à son égard qui, tu vois, en fait systématiquement la méchante. Après, d'un point de vue business, moi qui ai fait une école de commerce, tu vois, je peux te dire qu'en termes de management, à un moment, tu peux pas laisser deux de tes gars se tirer la bourre à travers une trilogie sur la saga la plus populaire de tous les temps. Enfin, vraiment, genre, ça, je trouve, c'est de l'amateurisme, tu vois. Et donc, je me dis, comment on en arrive là? Bah, elle a elle-même des patrons, tu vois. Elle a elle-même un certain nombre de choses avec lesquelles composer, tu vois. Donc, c'est toujours difficile, tu vois, de dire c'est Bob Iger, c'est Kathleen Kennedy, c'est tel réalisateur. Moi, je pense que c'est plus, chacun de ces personnages, si on peut les appeler comme ça, sont les fruits de leur contexte, tu vois. Et donc, du coup, moi, je contextualise les choses. Alors après, j'aurais pu juste donner mon avis et du coup, quelque part, faire triompher mon avis sur le contexte. Mais du coup, c'est hyper facile. Du coup, les gens qui sont déjà fans de ce que je fais, ils seront fans du bouquin, et les autres, ils apprendront sans doute moins de choses. Et les gens qui sont potentiellement pas fans, bah, ils vont détester et ça va être une lecture abominable, tu vois. Donc moi, l'idée, c'était plus de faire une sorte de post-mortem, tu vois, de ce qui s'est passé, et de dire aux gens, maintenant, j'ai pas la prétention qu'il y ait tout, il y a forcément des détails qui ont été omis, il y a des trucs, comme je te dis, des fois t'arbitres parce que bah, t'as pas envie de faire de la pub à certains gens ou à certaines théories, mais en l'état, je pense que t'as quand même une vision globale dans un seul bouquin, qui devrait, si tu devais le faire à la maison avec tu vois, un certain nombre de sources, remater les films, les remettre dans leur contexte. Putain, t'en as pour. Enfin, croyez-moi, vous en avez pour quelques mois, parce que j'en ai eu pour quelques mois, tu vois, voire peut-être même du coup 1 an et demi, tu vois. Donc, forcément, ça prend du temps. Donc, j'espère que je ferai gagner du temps et un peu de tranquillité aux gens là, parce que, ouais, la tranquillité, c'est le bon mot, parce que quand tu disais que finalement, est-ce que ça m'a pas eu l'effet inverse sur moi, c'est-à-dire me faire regarder. D'un œil plus tendre certains trucs, carrément, tu vois. Mais de manière générale. Plus tendre ou plus apaisé, en fait. Plus apaisé, ouais. C'est sûr, parce que
En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai parlé de The Last Jedi, tu vois, d'un coup, je me suis mis à dire, voilà, c'est ça que j'aime. Mais au final, tu vois, ça réinvente pas l'eau chaude, quoi. Pour moi, c'est évident, quoi. Mais je l'aime peut-être parce que c'est évident. J'essaie de déconstruire cette évidence-là. Mais j'essayais, tu vois, de proposer un truc aux gens qui était un petit peu déjà digéré, contextualisé, intelligibilisé, si un tel mot existe. Mais voilà, c'était ça l'idée parce que. Et en fait, ça s'est fait. C'est très bizarre, mais ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que j'ai pas activé un mode, tu vois. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'écriture, c'est arrivé comme ça. Et je sais pas, c'est peut-être pendant des années, ou en tout cas des mois, je me suis dit, putain, je vais écrire ce bouquin, qu'est-ce que je vais faire, et pourquoi je suis légitime, tout. Je me suis posé tellement de questions qu'au final, une fois d'arriver devant la feuille, je sais pas, ça se trouve, ça a été le mood des premiers mots, qui sont repris d'ailleurs sur la couverture, où j'ai commencé par n'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, ce qui est quand même ultra culte dans Star Wars. Et la phrase d'après, c'est Yoda avait tort. Et quand ma chérie a relu le truc, elle fait putain, pour un mec qui parle de Star Wars, premier truc en mode Yoda avait tort, tu vas pas te faire des copains, quoi. Et j'étais en mode genre, ouais, mais en même temps, enfin, je sais pas, ça synthétise pour moi l'esprit du bouquin. C'est-à-dire que si on peut rien remettre en cause, le bouquin, il a aucun intérêt, tu vois. Donc il faut tout remettre en cause, y compris mon fanboyisme de The Last Jedi, tu vois. Donc, ou alors sinon, enfin, je suis complètement hypocrite, donc ça ne m'intéressait pas d'être hypocrite. Par rapport à cette remise en cause, est-ce que au sortir de l'écriture et au final d'avoir toute cette contextualisation, il n'y a pas quand même un constat qui, au final, on a eu tort de vouloir sacraliser Star Wars? Plus que toutes les autres licences, en fait, c'est que Star Wars n'a rien de sacré. Bah, Star Wars n'a jamais rien eu de sacré, en fait. Enfin, la beauté est dans les yeux du porteur, quoi. Tu vois, c'est vraiment en mode genre, toi, tu peux considérer que c'est le mot J.J. Abrams en l'occurrence, mais tu peux considérer que c'est une religion, tu peux considérer que c'est une passion, tu peux considérer que ça fait partie de ta famille, que c'est quelque chose que tu partages de manière familiale. Moi, c'est mon père qui m'a initié, c'est 50% des conversations que j'ai jamais eues avec mes frères, enfin, pas loin, tu vois, vraiment, quoi. Avec mes potes, avec plein de gens. C'est avec ça que j'ai fait des rencontres professionnelles. Donc c'est complètement dingue, tu vois, l'apport de ce truc-là, ce dénominateur commun, ce vocabulaire qu'on partage, tu vois. Et parfois même à travers certaines cultures, parce que bah, par exemple quand je travaillais sur World of Tanks, j'étais avec des gens qui venaient de pays complètement différents, tu vois, et qui avaient tu vois, où Star Wars c'est pas connu sous le nom Star Wars. Un de mes trucs préférés, c'est de savoir comment Star Wars s'appelle dans d'autres langues, tu vois, genre mes potes polonais, je leur demandais comment ça s'appelait, c'était quoi le nom des titres et tout. Et il y a des trucs franchement fandards, tu vois, comme nous, on a des trucs assez fandards aussi, tu vois, dans les traductions, genre notamment Chic Tabac dans les premières éditions et ce genre de trucs, tu vois. Et donc, du coup, ça me fera toujours délire. Mais bref, c'est ça qui m'intéressait, tu vois. Et je sais plus pourquoi je parlais de ces différents trucs-là. Mais La sacralisation de Star Wars. la sacralisation, effectivement. Mais du coup, pour moi, ça prouve bien que c'est pas sacré, tu vois. C'est-à-dire que plein de gens l'ont vécu de manière différente. Donc en fait, si c'était sacré, pour moi, il y a presque un truc universel, tu vois. Genre, je sais pas, après, je suis pas spécialement quelqu'un de très croyant et qui a reçu une éducation religieuse. Mais Donc c'est le justement sacré, parce ça me qu'il y parle a pas, plus mais... trop, il y a plus trop d'universalité, c'est-à-dire que c'est une saga qui, qu'on le veuille ou non, et quel que soit l'avis qu'on ait sur les films, en fait, a fini par diviser un peu les fans, parce que tu as quand même l'impression, mais c'est ça qui est terrible, enfin, qui est un petit peu bizarre, tu as l'impression que, parce qu'on sait quand même que l'accueil des films de la prélogie était pas ouf non plus, Bah ouais, si tu me mais... diras, mais tu avais quand même l'impression que même, vu que c'était les deux, je veux dire que la trilogie et la prélogie, c'était quand même derrière, Lucas qui était derrière, qu'il y avait une forme d'unité du fandom qui était quand même, c'était le Star Wars. Que maintenant, en fait, que tu as le rachat par Disney, que c'est une autre entité qui contrôle la chose, et qu'au sortir d'un épisode 9 qui est en fait, si tu veux, juste la somme d'énormément de déboires en fait, accumulés sur 5 ans, que justement, ce sentiment d'unité par rapport au grand Star Wars de Lucas, en fait, c'est brisé, et c'est pour ça que tu t'imputes la faute un petit peu à Disney. Bah ouais, je pense que déjà il y a effectivement cette idée de corporation qui est derrière. Après, tu vois, Lucasfilm ça a toujours été une énorme boîte qui a dealé avec d'autres énormes boîtes, à commencer par la Fox, tu vois, qui maintenant appartient à Disney. Donc c'est flippant. Mais je veux dire, c'est un truc qu'on a mis en évidence récemment en faisant un podcast avec d'autres podcasters Star Wars, Hyperdrive et Star Wars en direct, que je salue. Et du coup, la question de Willem de Hyperdrive, c'était de savoir est-ce que cette division, tu vois, des fans de Star Wars, elle a toujours existé ou simplement est-ce qu'elle est rendue plus évidente aujourd'hui? Et pour moi, la théorie, c'est qu'elle est rendue plus évidente aujourd'hui parce que je me souviens petit, arrivé au début d'Internet, tu vois, genre tu tapes Star Wars, machin, tu tombes sur les forums et moi je disais mon film préféré, les gars, Retour du Jedi, putain, bête de bien, je suis trop bien et tout. Et les gens me suis vraiment fait insulter à l'époque parce que j'aimais les Ewoks, tu vois. Et moi, du haut de mes, je sais pas, 12-13 ans, j'étais en mode
il y a vraiment des gens qui aiment pas les Ewoks. Genre, pour moi, c'était impossible. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que aujourd'hui, ton avis, déjà tout le monde a un avis. Et ensuite, cet avis-là, quel qu'il soit, même renseigné, que ça peut être le mien, ça peut être quelqu'un qui adhère à une théorie du complot, en fait, on a potentiellement quasiment la même scène, tu vois, pour s'exprimer. Alors, bien sûr, j'ai un certain nombre de followers sur Twitter, ils en ont un autre, etc. Il y a toujours des petites différences, mais globalement, si tu gueules dans le noir sur Twitter, j'ai détesté The Last Jedi ou j'ai adoré The Last Jedi, ça a le même effet. C'est-à-dire qu'en fait, tu touches à peu près tu as le même genre de gens qui se ressemblent, s'assemblent, on discute plus, on s'engueule parce que 240, 140, c'était quoi 280, 280, 140 caractères, etc., etc. Donc, je pense que pour moi, ça a toujours existé. Quand j'ai kiffé le Retour des Jedi, j'ai l'impression qu'il y avait déjà des gens qui avaient fait leur deuil de Star Wars à partir de ce film, tu vois. Quand la prélogie est arrivée, moi, je comprenais pas pourquoi les gens aimaient pas la prélogie. Donc, enfin, en tout cas, la menace fantôme, parce que j'étais petit. J'ai été voir l'Attaque des clones et je commençais à être ado et regarder d'autres films. Et j'étais là, genre, ah putain, il y a un truc qui m'a gêné, j'arrive pas. Et vraiment, même jusqu'à des films comme The Dark Knight Rises qui sont plus récents, je crois que c'est 2012 ou 2011. 2012. 2012. Tu vois, c'est des films où genre, je les ai vus la première fois, il y a des trucs que j'ai kiffé, mais je crois que j'ai mis des années à me dire c'est quoi mon avis sur ce film, tu vois. Et à l'époque, c'était déjà dur de ne pas être pressé, mais il y a une époque où personne n'était pressé parce que si t'avais pas de blog, si t'avais pas de. Même si t'étais journaliste, t'avais un truc qui sortait par mois, t'avais ton magazine, t'avais le temps de digérer, t'avais le temps d'en discuter avec les gens de la profession, etc. Alors maintenant, c'est bien que ce cercle soit ouvert et que tout le monde puisse donner son avis. Moi, je suis pas du tout dans ce côté, on a donné la confiture au cochon, mais c'est juste. Il faut aussi se dire qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, tu vois, et que au final, si maintenant on a tous ce pouvoir-là, il faut aussi savoir s'en servir. Donc, c'est-à-dire exercer un peu, je sais pas, d'une manière un peu démocratique, tu vois, notre droit de tout dire, mais tu vois, faire attention à ce qu'on dit aussi. Ça m'intéresse de parler avec des gens qui n'ont pas aimé The Last Jedi. Ça m'intéresse pas de me faire chier dans les bottes par des mecs qui n'ont pas aimé The Last Jedi à longueur de journée, ce qui m'arrive depuis 2017, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc que moi, je ne comprends pas. Genre, vraiment, trouvez-vous un hobby. Je ne sais pas, écrivez votre propre bouquin sur pourquoi c'est nul. Mais j'allais y venir, en fait. Le truc, tu vois, et là, c'est une question bonus, on va dire, un petit peu par rapport là aux échanges sur les réseaux sociaux, au fait que tout le monde crie sur Twitter, et que c'est vrai qu'effectivement. Moi, j'ai l'impression de me faire crier dessus, en fait, c'est souvent ça. Et j'aime pas trop, donc. Quel est un peu, t'as pas un peu le sentiment, justement, en posant ton bouquin, qui, par rapport aux tweets qui disparaissent dans l'heure et tout ça, en fait, c'est que toi, maintenant, t'as rédigé ton bouquin, et donc que les gens peuvent gueuler tout ce qu'ils veulent, machin. Toi, t'as fait quelque chose dans le réel, dans le vrai monde. Bah ouais, après t'as posé un avis qui est matériel et t'auras beau hurler sur tous les réseaux sociaux ce que tu veux, le bouquin il est là, il changera pas, tu vois, tu vas pas pouvoir l'éditer, tu seras pas en train de le faire noyer sous une montagne de commentaires ou quoi que ce soit. Bah forcément Est-ce que c'est un peu la revanche, alors pas des sites du coup, mais du République. La revanche de la République. Ouais, bah si, forcément il y a de ça, et c'est super intéressant parce que ça va à l'encontre de pas mal de choses qu'on a nous-mêmes amené à devenir populaires. Je m'explique, mais par exemple, quand on était sur Sci Fantasy, on faisait énormément de podcasts un peu à l'arrache, sur des théories, sur des trucs. Et en fait, on a récupéré ce Star Wars de Disney en pensant qu'il allait devenir cette chose-là, alors qu'il est devenu autre chose, plutôt que d'essayer de comprendre. Alors après, quand t'étais à même pas un film, et que t'étais que des rumeurs, et que tu savais même pas ce qui c'était... Enfin, t'avais eu... Tu pensais juste que Snoke c'était Dark Plagueis. Voilà, c'est ça. Quelque part, t'as que ça pour t'occuper. Au bout d'un moment, je crois que, notamment arrivé à The Last Jedi... moi c'était vraiment déjà un truc qui m'intéressait plus, tu vois, l'espèce de s'écharper sur des théories de comment on va faire truc et machin. En fait, ça m'intéressait pas, je voulais juste maintenant voir des bons films, parce que surtout parce que j'avais adoré The Force Awakens. Mais quand j'ai été voir The Last Jedi, je suis sorti touché, comme je suis sorti touché de voir un film qui m'a vraiment touché, genre personnellement. Ça m'a pas touché parce que c'était Star Wars, en fait. Ça m'a touché parce que c'était une histoire qui me touchait et qui, par hasard, en fait, se passait dans l'univers qui me touchait aussi le plus, tu vois. Et c'était très bizarre comme sensation. Et je peux comprendre pourquoi, à l'inverse, des gens ont eu cette réaction, tu vois, anti The Last Jedi, parce que leur univers, pour eux, ne doit pas contenir ce type d'histoire où il y a beaucoup de gens qui disent moi je suis pas contre ce que dit Ryan Johnson, je suis contre ce que Ryan Johnson dit dans Star Wars, parce que pour moi ça a rien à voir et qu'il fallait faire autre chose, comme deuxième épisode ou comme prolongement en tout cas de ce 7e, et j'entends parfaitement ça, mais c'est vrai que du coup c'est un petit peu une revanche parce que c'est définitif, mais comme je te disais c'est aussi condamné d'être obsolète, donc c'est une revanche de très courte durée, quoi. Le plat se mange froid, voire limite surgelé, quoi, les gars, faut décongeler ça vite, savourer et arrêter. Mais c'est vrai que tu sais, enfin là c'est bizarre, j'ai vu aujourd'hui des gens qui, apparemment les gens ont reçu le bouquin en avance parce qu'on l'enregistre un jour avant sa sortie. Les mecs sont tu vois, en une time machine, mais bref. Et du coup, j'ai vu des gens qui l'avaient et ça me faisait tout drôle parce que déjà, quand je les ai reçus, bon, déjà, j'ai chialé, mais en plus,
c'est bizarre, je les avais quand même, là j'en ai un dans la main, et je me disais, ok, maintenant c'est réel. Mais en fait, maintenant les gens l'ont en vrai, et je me dis, ah ouais, c'est un peu plus réel. En fait, j'ai l'impression que ça ne devient jamais vraiment réel, en fait. Ça deviendra réel peut-être quand j'aurai 3 haters dans mes DM, et que là je vais me dire, ok, ouais, ça c'est réel, tu vois. Mais c'est bien. Après, quelque part, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui ont l'air très véhéments à l'égard de The Last Jedi, et qui m'ont dit, je vais acheter le bouquin, tu vois. Donc, et ça me fait chaud au cœur, parce que je me dis, bah, il y a encore des gens qui sont capables de Ils donnent pas réfléchir. leur soi à Disney, là, quelque part. Non, bah pas vraiment. Mais bon, ils ont pas besoin de beaucoup de sous. Enfin, si, peut-être en ce moment, parce qu'avec les parcs à l'arrêt, c'est un peu compliqué. Mais forcément, c'est pas du tout la même situation que celle de Ferd ou la mienne. Mais ouais, je sais pas si c'est une revanche. J'ai pas l'impression de devoir prendre une revanche. Je trouve juste que. Je pense que c'est par contre un espace de discussion. On va pas discuter à l'intérieur du livre, hein. Il n'y a pas un comlink qui vous attend et une ligne directe vers mon téléphone. Mais l'idée, c'est. Pas tout de suite. Pas encore. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment un bon support, je pense, tu vois. Et d'où je reviens à cette idée de Bendu sur sa colline. C'est-à-dire que vous remplacez Bendu, vous mettez le bouquin, on peut arriver sur le principe que j'ai amené un certain nombre, tu vois, d'offrandes quelque part. Et tu vois, pour dire, je veux bien discuter avec tout le monde, il y a cette base-là, elle nous est maintenant commune parce que vous pouvez acheter le livre et vous faire votre avis. Et en plus, avoir un certain nombre de ressources et de sources qui sont compilées au même endroit. Donc je pense que c'est juste un meilleur outil que le sera jamais Twitter, tu vois, ou un article où les gens vont péter les plombs, quoi. Tu es dans ton Bendu. C'est ça, je suis pouloulou. Ça me trottait en tête depuis une demi-heure, mais je suis content d'avoir pu la faire. Question subsidiaire quand même, parce que ce qui se passe aussi avec les éditions Third, c'est qu'elles ont une édition un petit peu collector qu'ils appellent First Print, puisqu'ils sont allés voler dans ma boîte à idées 5 ans auparavant, avant que je lance mon podcast. Avec la fameuse Time Machine. C'est ça, celle qu'on a développée. Non, mais par contre, du coup, c'est Bengal qui signe une couverture pour l'édition limitée de ton bouquin, qui représente Rey à la fin de l'épisode 7, justement, mais donc en contre-plongée par rapport à ce qu'on voit dans le film. Pourquoi Bengal, comment ce choix, comment aussi on choisit un petit peu la couverture, tout simplement un peu, puisque First Print, nous on aime les comics. Bengal, c'est un très bon dessinateur de comics français. Il a fait notamment récemment Death or Glory avec Rick Remender, qui est vraiment très 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 cool. Il sera présent sur une petite histoire de la nouvelle anthologie Batman Black and White. Donc voilà, si on peut en placer un petit peu une sur Bengal et par rapport à cette couverture. Raconte-nous. Bah en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi en 2016, donc comme les gars de Ferd. D'abord à la Paris Comics Expo, du coup en avril, parce qu'il était invité sur le stand de Comics Blog. Moi, je connaissais ce qu'il faisait, notamment les couvertures de Batgirl à l'époque, il me semble. Ouais, tu sais d'ailleurs que j'ai fait une interview de Bengal sur ce stand-là, ouais. à l'époque où j'étais chez DC Planet, et qu'elle n'a jamais été publiée parce qu'elle avait été enregistrée par les mecs de Comic City qui n'ont jamais ressorti le fichier vidéo. Ah ouais, d'accord. Ça me semble bête pour lui et pour vous alors. Mais c'est pas grave. On avait fait une interview de Bruce Timm, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés d'ailleurs aussi. Fait, ouais. Donc c'est beaucoup de rencontres pour la première fois. Et du coup, je sais plus, Cyril il me dit ouais, viens, on va chercher Bengal, il nous attend et tout. Et il est super chargé parce qu'il a son kakémono, les trucs, tu vois, tous les trucs qu'ont les gens, les auteurs de comics et dessinateurs de comics quand ils font des conventions. Du coup, je lui dis file juste un coup de main. On commence à discuter, vitef. Bon, après, il fait des free sketch et tout, alors que c'est Bengal et que t'as des mecs qui étaient venus d'Allemagne, tu vois, pour avoir un truc. Enfin, tu vois, vraiment des fans hardcore. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il aurait jamais dû faire des free sketch ce jour-là parce que c'était nimp, quoi. Et du coup, on avait vraiment assez peu discuté, mais tu vois, j'avais trouvé le gars sympa et de toute façon, j'étais déjà fan de ce qu'il faisait. Et en fait, la même année, du coup, quand j'ai rencontré Ferd d'édition au Toulouse Game Show, on avait été invité par Paul Renaud et toute la partie comics en fait de Toulouse Game Show, donc avec Sullivan. Et en fait, du coup, on était dans ce comics corner, vraiment au milieu de l'artiste à l'air, en mode on est nous-mêmes des artistes et il y a des gens qui nous arrêtaient, qui nous parlaient et tout. C'était super cool. Et je salue tous les gens qui peut-être écoutent aussi ce podcast et qui étaient là à l'époque. Et en fait, je croise Bengal le matin du premier jour, genre à l'hôtel où on était. Et je fais et tout, ça va, machin. Et il fait ouais, je suis paumé, je sais pas quel bus je dois prendre, ou un truc vraiment tout bidon. Puis on commence à discuter. Puis au final, on discute, puis on se rend compte qu'on a un kiff pour Lego et Star Wars, et donc Lego Star Wars. Et du coup, tu vois, ça a été un week-end nerd total, parce que Bengal, quand il taffe, genre, c'est vraiment la tête dans le guidon, et
Et genre, il est presque, tu vois, genre mutique, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment dur de le faire parler et tout, tellement il est dédié, je pense, à ce qu'il fait, quoi. Donc, c'est-à-dire, quand il a une pause tu vois, une journée de sketch, il va commencer à dessiner des persos d'Overwatch parce que c'est aussi un fan de Blizzard. Et même là, tu vois, et tu vas voir le niveau de précision du mec. Tu te dis, en fait, je le déconcentre, faut que j'arrête de parler. Mais je sais pas, on avait bien accroché. On avait du coup finalement passé bon, franchement une grosse partie du week-end, tu vois, à délirer ensemble. Donc je me suis dit, merde, en fait, je me suis peut-être fait un pote, tu vois. C'est pareil, j'avais beaucoup discuté avec Paul Renaud aussi. Et bah, je me suis dit, on boit, en fait, ces mecs sont. Enfin, ça m'a toujours fait ça avec le comics. Je me suis toujours dit que les artistes, ce qui était ouf, c'était le nombre l'écart qu'il peut avoir entre ce que tu vois ce que tu peux imaginer d'un artiste et qui il est vraiment. C'est-à-dire que bon, j'avais déjà rencontré des acteurs, des réalisateurs, etc. Mais j'avais toujours l'impression qu'il y avait une barrière qui vient peut-être de l'écran. Je sais pas, il y a un côté plus tactile dans la BD peut-être, mais du coup, moi, j'avais rencontré Tim Sale par exemple au début de ma carrière de blogueur et j'étais en mode putain, j'ai parlé à Tim Sale. Et quand je lui dis que j'ai pleuré devant Spider-Man Blue, il me fait mec, moi je pleure devant Spider-Man Blue alors je le dessinais, tu vois. Et j'étais en mode c'est dingue. Genre, moi, je suis ressorti et j'ai raconté ça à tous mes potes. Ils savaient pas qui c'était Team Sale, tu vois. Et donc, du coup, je me suis fait un pote de Bengal et de Paul Renaud. J'étais complètement, tu vois, dans la lune. En plus, je leur parlais d'idées que j'avais, qui sont toujours pas sorties depuis, mais je trouvais ça trop cool d'en pouvoir en parler avec des artistes. Et du coup, quand il a été question de faire une édition First Print, puisqu'il en est question à chaque fois sur les bouquins de Furl, on voulait vraiment un dessinateur de comics, parce que c'est souvent des gens qui viennent chercher des mondes de la bande dessinée. Je crois justement que Mathieu Bablet, qui aussi en a fait pour eux, Ouais. qui était aussi dans Super Friends. Et du coup, à la base, on avait un dessinateur américain et qui est également un auteur dont on a fait un podcast sur Comics Blog ensemble, donc les gens sauront qui c'est, dans notre collimateur. Donc je le dis, Daniel Warren Johnson, Mhm. qui n'a pas pu le faire. Et Nico me dit tiens, je vois que tu partages souvent les trucs de Bengale et tout, est-ce que ça t'intéresserait? Je dis bah carrément. Et puis enfin en plus c'est pas que c'était gagné d'avance, mais je me disais on part forcément avec un a priori positif si on lui dit que c'est mon bouquin, tu vois. Et du coup, il était très chaud pour faire une couverture. On sortait de, je crois, Clone Wars saison 7 à l'époque, et on avait déjà beaucoup parlé de notre amour commun pour Ahsoka, et un amour qui n'a fait que se renforcer avec cette saison 7. Donc il a proposé ça. Après, Nico m'a dit, ouais, il y a ça. Il a proposé ça, c'est cool, mais je suis pas sûr que ça représente au mieux le bouquin, ni l'époque, et j'étais d'accord avec lui. Donc j'ai fait une sorte de pitch en mode... je me suis mis en mode Tom King, tu vois, et j'ai dit, ok, il faudrait que la couverture, ça parle de ça, que ça évoque ça. Et en fait, Non, parce que si tu l'écris comme Tom King, faut que tu le répètes 3 fois de manière cyclique et que tu places un petit peu le PTSD quelque part. Donc, c'est ça, ok, ouais, donc c'est pas, tu l'as pas pas le meilleur complètement fait exemple. comme Tom King. Et voilà, c'est ça. Je l'ai fait comme Thibaut Claudel, du coup. Mais j'ai pitché un truc, du coup, qui pour moi était, du coup, cette scène où Rey remonte les marches sur Acto, premier temple Jedi, pour retrouver Luke, la fin de The Force Awakens, avec la super musique de John Williams, Jedi Steps. Et je trouvais que c'était ce qui représente le mieux cette trilogie parce que c'est une potentialité, tu vois, infinie. À cette époque-là, on sait pas si lui qui va parler, on sait pas à quoi il ressemble. Bon, ce look avait leaké genre quelques heures avant la sortie du film. Enfin, c'était dingue, tu vois, d'être dans cette époque-là, tu vois. La musique, elle est dingue. Le nouveau costume de Rey à ce moment-là, parce que c'est son deuxième costume dans le film, il est ouf. Elle a le sabre. Le décor est hallucinant. Et halluciné aussi, tu vois, parce que tu te dis, genre, c'est nouveau, tu vois, pour Star Wars. J'adore cet endroit. Et du coup, j'imaginais qu'on pouvait faire un truc qui, du coup, représente ça, tu vois, cette potentialité. Après, une couverture avec genre une contre-plongée, je sais pas, je sais pas trop comment ça aurait pu rendre, tu vois, mais c'est à peu près, il me semble, ce que j'avais pitché. Puis je me disais, oh, on peut taper des délires, on peut mettre des porgs et tout. Ouais, c'est mon regret sur la couverture de Bengale, c'est qu'il a pas mis des porgs, ce petit saligo. Mais du coup, peut-être qu'il les aime pas, mais je ne sais pas, j'en ai jamais discuté avec lui des porgs. Mais bref, du coup, c'est cette montée en puissance qui m'intéressait. Et du coup, Bengal a fait son truc à sa sauce. Et encore une fois, genre quand il a publié le truc sur son Facebook et que t'as des mecs comme Mahmoud Asrar qui viennent lui dire ah putain, j'adore la compo, excellent et tout, t'es en mode genre ah ouais, c'est pour mon livre. Forcément, ça te fait un petit peu booster quoi. Mais c'est vrai que du coup, il a amené sa science du cadrage direct, tu vois. Et en fait, moi, ce que je trouvais cool, c'est que ce que je voulais symboliser, c'est la potentialité. Et finalement, c'est une image qui n'existe pas, tu vois, dans la trilogie. C'est un combo de sabre allumé, et de costume et de Luke qui serait à côté de Rey, mais elle est en train de redescendre, qui du coup n'est jamais vu en fait dans la trilogie. Peut-être
éventuellement on pourrait le rapprocher de moments de The Last Jedi mais qui ont été coupés au montage, donc c'est vraiment un truc 100% inédit, tu vois. Et donc pour moi ça symbolise, alors là c'est tu vois, le côté nerd qui parle, tu vois, mais pour moi ça symbolise du coup à merveille ce que j'avais en tête. Et quand j'ai vu le crayonné, parce qu'il me l'a envoyé avant que Nico revienne vers moi, et j'ai fait genre waouh, ok, c'est extraordinaire, tu vois. Et j'espère d'ailleurs pouvoir récupérer cet original un jour. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup aimé cette collaboration-là. C'est ma petite fierté de me dire que j'ai pitché un truc qu'il a fini par faire, même si forcément il l'a fait à sa sauce, mais c'est pour ça que tu travailles avec des artistes de BD, c'est aussi pour qu'ils utilisent ce qu'ils savent faire de mieux, tu vois. Je trouve que Ray elle est super. Maintenant, c'est ma pépé sur Twitter et je crois que je change très peu. Donc, je sais que ça paraît nul comme ça, mais c'est vraiment un gage de qualité, croyez-moi. Et ouais, je suis super content du taf. J'espère que les gens se rueront sur cette édition limitée aujourd'hui. Mais ouais, c'est super touchant de se dire que ton premier livre, c'est Bengal, qui est accessoirement un pote qui l'a dessiné. Sachant que son dernier travail, c'est du coup, comme tu l'as dit, avec Rick Remender, qui est l'un de mes auteurs préférés. Donc j'ai l'impression de faire genre Bengal, Rick Remender, Thibaut Claudel, tu vois. Genre, bon, là c'est juste pour le moment fanzous, tu vois. Mais si je me fais mousser sur un truc, bizarrement, c'est sur le truc que j'ai pas fait moi-même, tu vois, dans le bouquin. Mais ouais, je pense que ça s'entend que j'ai un sourire et que je suis en train de rougir, donc je vais m'arrêter là. Mais ouais, franchement, c'est un kiff, quoi. Mortel. Écoute Thibaut, je propose qu'on arrête là, puisque pour aller plus en profondeur dans le bouquin, il faudrait en fait simplement le lire peut-être, et on ne va pas gâcher ce plaisir. On fait une version audio. Ouais, bah, on pourra, mais on va pas se gâcher le plaisir de lecture pour nos auditeurs, nos auditrices, hein, puisque voilà, que vous ayez lu ou pas le bouquin, en fait, là c'était vraiment pour aborder l'écriture, le process, et parler un petit peu de Star Wars, bien entendu, puisqu'il fallait aussi parler du sujet. Pour le reste, bien entendu, ce sera à l'appréciation de ton lectorat, et ça, c'est toi qui iras le gérer, hein, ce sera pas le rôle de First Print. Ici, on était juste là pour en parler et faire découvrir ça. Évitez d'harceler First Print si vous n'aimez pas mon livre, ça non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. En tout cas, voilà, donc pour les détails, hein, c'est disponible chez Third Edition. Vous pouvez commander l'édition First Print sur leur site. Vous avez un lien dans la description sur la page Ocha du podcast. Et normalement, le lien est cliquable à peu près sur toutes les autres plateformes aussi. Et donc, ben voilà, on espère que ça vous a intéressé. Au-delà de Star Wars, sur le process d'écriture de ce genre de bouquin. Peut-être qu'on te reviendra un jour pour parler d'écriture de fiction, je ne sais pas, je dis des choses comme ça, peut-être dans le vent. On verra bien. J'aimerais bien. En tout cas, Thibaut, je te remercie d'avoir été avec nous. N'hésitez surtout pas, et d'ailleurs c'est une recommandation même, à partager le podcast, puisque pour faire vivre la pop culture, que ce soit Star Wars, pour faire vivre les bouquins, il faut que ces émissions soient accessibles au plus grand nombre, puisque malgré notre force de frappe nucléaire, il y a encore beaucoup de gens qui peuvent nous découvrir et nous écouter. Donc si vous voulez participer à cela, n'hésitez pas à le faire. On vous remercie et on se dit à très bientôt pour le prochain First Print. Salut, bisous.